Bienvenue dans les Politosophes. À travers ce podcast, nous allons étudier les mouvements citoyens de ces dernières années et analyser les réussites mais aussi les échecs de ces initiatives avec les principaux concernés. Je m'appelle Jonathan Attias, je suis transgressologue, à l'origine de la désobéissance fertile et enseignant en rapport de force politique à l'université. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute et surtout de mener des actions en pagaille. Bonjour Ananda, merci infiniment de prendre le temps de converser aujourd'hui avec moi au sein des Politosophes parce que à travers l'association Cocopelli, tu es et vous êtes une organisation qui est très importante à mes yeux. Elle est très importante à plusieurs sujets. La première chose, c'est parce que en fait, vous m'avez compris qu'aujourd'hui, il fallait désobéir pour permettre de s'en sortir. Et c'est à travers l'exemple que vous avez incarné durant les procès que vous avez eus sur les semences paysannes et autres, que j'ai compris moi-même que désobéir aux lois était très important pour permettre de faire société. Juste pour faire un bref récapitulatif sur l'association Cocopelli, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une association qui milite pour la préservation des semences paysannes, pour la liberté des semences reproductibles. Et dis-moi si je me trompe, vous faites ça depuis 25 ans maintenant, parce que l'association existe depuis 1999. Vous êtes connu notamment pour des procès emblématiques qui ont permis de faire connaître, de mettre sur le devant de la scène la question des semences paysannes et face à elles, les semences hybrides F1, celles qui dégénèrent, parce que vous avez tenu tête à des ogres agro-industriels. Et c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse énormément, justement, c'est comment on arrive à prendre confiance en notre capacité d'action lorsque nous sommes attaqués. Et ça, on va y revenir juste après. Simplement, avant ça, en quelques mots, peux-tu nous présenter Cocopelli un peu, sa raison d'être? Qui êtes-vous? Oui, bah oui. Salut Jonathan et merci de me donner la parole. Et du coup, oui, avec plaisir. Alors Cocopelli, en effet, c'est cette année, c'est même ce mois-ci d'ailleurs, on est en mai, c'est 25 ans d'existence vu que ça a été créé en 99. Mais c'est pas 25 ans d'expérience parce qu'il faut savoir que Dominique, quand il a créé Cocopelli, en fait, Cocopelli, c'est l'héritage d'une entreprise, d'une SARL qui s'appelait Terre de Semences, qui faisait à peu près le même travail que Cocopelli aujourd'hui, mais sous une forme juridique différente, et qui a été en fait littéralement dézingué par les pouvoirs publics et donc qui a fermé. Et pour sauver la collection de semences qui avait été mise en place par Terre de Semences et par Dominique, donc il faut savoir qu'il allait vraiment chercher des ressources génétiques un peu partout sur la planète, dans des banques de semences comme Vavilov, etc. Et en fait, pour sauver ce patrimoine, Cocopelli a été créé sous une forme associative pour pouvoir se défendre se défendre contre l'agro-industrie. Et même, si tu veux, au début, l'idée, c'était de contourner un peu le cadre législatif pour pouvoir continuer à distribuer des semences libres et reproductibles. Ah, donc, à l'époque, au tout début, pour la petite anecdote, en fait, tu devenais adhérent de Cocopelli et en échange de ton adhésion, tu avais un certain nombre de sachets de graines disponibles par an. Et en fait, ce système-là, on s'est rendu compte, enfin, Dominique, à l'époque, s'est rendu compte que, alors non seulement c'était super dur à gérer en termes de gestion, parce que très vite, on a eu quand même beaucoup d'adhérents, et aussi qu'au final, il n'y avait aucune raison d'essayer de contourner le cadre législatif et que, au final, on allait plus le combattre. Et du coup, on s'est mis en désobéissance civile très vite en proposant un catalogue commercial, ce qui était à l'époque complètement illégal en fait. Et on a créé ce catalogue commercial et donc suite à ça, en effet, on a eu une quinzaine d'années quasiment, voire un peu plus, d'épopées de procès, de combats médiatiques, de combats juridiques, etc., qui a en effet, comme tu le dis, fait connaître le combat pour la libération des semences libres et reproductibles. Ouais, en fait, c'est... Pardon, je t'interromps. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est à travers les procès que je vous ai connus. Je parle d'un exemple aujourd'hui de réflexion en matière de lutte qui se nomme le tai chi politique. C'est l'idée de prendre l'énergie de son adversaire pour en faire une force. Et c'est vous complètement qui m'avez inspiré ça à l'époque. Grâce au... Enfin, je dis grâce, mais peut-être à cause de ces procès, tout dépend comment on se positionnait, vous avez pu médiatiser un sujet qui était alors assez méconnu
à travers l'opinion publique, parce que si on rétropédale quelques années en arrière, à l'époque où vous êtes attaqué en justice, donc on parle de ça 4 ou 5 ans après la création de l'association Cocopelli, dont Dominique était le fondateur. Oui. euh, on est à un moment de l'histoire où on parle beaucoup d'OGM, on parle beaucoup de pesticides en effet, mais très peu de la graine, très peu de la semence. Et à travers le procès et les procès que vous avez eus, parce que vous en avez eu deux qui sont assez emblématiques, un face à un semencier industriel et un face à l'État français, à travers le GNIS, qui est le groupement national interprofessionnel sur les semences. En gros, c'est la police des semences, d'une certaine façon. Et c'est à travers ces procès-là que vous avez pu rendre politique, médiatique, la question des semences et de l'enjeu qu'il y a derrière. Donc, on va revenir sur cette idée de tai chi politique, de prendre l'énergie de son adversaire pour en faire une force. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser tout de suite, dans un monde où on a peur de désobéir, à quel moment on se dit qu'on va le faire en fait? Mmh, c'est une bonne question je pense que la réponse à cette question, elle est pas mal, hein, elle est pas mal propre à chacun, en fait, et à son positionnement dans la société, et à ses valeurs et à son envie de militer. Mais en tout cas, selon moi, disons qu'à partir du moment où un système législatif entrave clairement les libertés, en fait, et le pouvoir d'action d'une population, ben, ça devient clairement un devoir de désobéir. Sur la semence, ça nous a paru évidemment, enfin tout de suite hyper évident, dans le sens où qui contrôle la semence contrôle clairement le monde dans une société sédentaire basée sur l'agriculture, parce que la semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et tu as raison, à l'époque, c'était un sujet qui était pas mal maintenu derrière un rideau de fumée. Au final, ça allait un peu moins aujourd'hui, mais ça allait quand même pas mal. Si tu prends n'importe quel ingénieur agro, en fait, dans son cursus, à moins qu'il soit spécialisé, on lui parlera jamais de semences et quasiment jamais du sol, à moins de parler d'engrais chimiques, etc. Donc, au final, le sujet le plus important de l'agriculture, il a été complètement piraté par l'agro-industrie, qui s'est accaparé des ressources génétiques. Et nous, ça nous a paru évident qu'il fallait au moins essayer de libérer ces ressources génétiques à destination des populations pour, pour qu'elles puissent réacquérir une autonomie semencière et donc une autonomie alimentaire. Parce Ça, je le qu'avec un... comprends. Ouais, Oui, je le comprends intellectuellement très bien. Maintenant, ce que je me dis, c'est que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une posture où ils comprennent intellectuellement la nécessité de désobéir. Par contre, le passage à l'acte, tu vois, dépasser sa ouais, peur, c'est pas tout le temps quelque chose qui permet d'aller affronter finalement cette posture de désobéissance. Moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu dois y faire face encore dans ton quotidien, c'est comment on arrive à dépasser cette peur? Comment on sort de la raison pure qui nous y amène, mais pour dire: «Allez, vas-y, je vais prendre mon courage à 2 mains et je me lance et je désobéis, parce que la conséquence est trop importante». ouais, je sais pas si je saurais répondre à cette question. Encore une fois, c'est vraiment, à mon avis, la réponse, elle est très individuelle, en fonction justement du de l'énergie, du courage et de la force qu'on est prêt à déployer pour une cause. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, si tu veux, c'est que on a un système, alors pas qu'au niveau de l'agriculture. Tu parlais de police de la semence pour le GNIS. Alors bon, c'est pas exactement ça. En vrai, c'est une interprofession, donc c'est un groupement qui représente les semenciers. Mais au final, les moyens de répression, ils sont assez faibles, ils sont assez faibles. On a un système qui marche beaucoup sur l'obéissance, qui marche beaucoup sur la bonne volonté des populations à obéir, tout simplement. Et quand on se rend compte qu'à partir du moment où on n'obéit plus, quand la cause elle est noble, et qu'elle est légitime, alors non seulement on a un soutien qui soit proche, ou même un soutien médiatique ou populaire. Alors médiatique, faut viser les bons médias quand même, on est d'accord, hein, Oui, oui. euh, mais en fait, quand la cause elle est légitime, on n'est pas seul du tout. Et on s'en est rendu compte avec Cocopelli, parce que on était attaqué de toutes parts. On a fait ce pas, comme tu dis, de sortir de la peur, entre guillemets, de la répression, pour atterrir dans le monde de la désobéissance.
Et pendant 20 ans, on a fonctionné dans la désobéissance. Alors après, c'est sûr qu'il faut pouvoir encaisser les pressions juridiques, les pressions parfois médiatiques, les menaces, les visites de la répression des fraudes, les RG, les flics, etc. Enfin, en fait, tout ça, il faut avoir les épaules pour l'encaisser. Mais je pense qu'au final, encore une fois, quand la cause elle est légitime et qu'on est porté par cette cause-là, les épaules, on les a toujours parce qu'on on encaisse pour une vraie raison, quoi. Hmm. Donc, l'élément déclencheur, je ne saurais pas te répondre. Je pense vraiment que c'est très, très individuel et c'est la manière, en fait, dont la cause qu'on soutient nous anime ou pas, quoi. Oui. C'est très intéressant ce que tu me partages, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup de menaces et de fantasmes, finalement, si je reformule ce que tu dis, qui sont érigés par rapport aux répressions qu'on pourrait subir, mais qu'en fait, il y a très peu d'organes de répression en tant que tels. Et l'obéissance suffit bien souvent, l'autocensure qu'on peut nous-mêmes nous faire par rapport aux fantasmes de répression qu'on pourrait subir pour ne pas agir. Alors qu'en fait, quand on fait finalement ce pas de côté de désobéir, de l'affirmer, de prendre cette confiance-là, on s'aperçoit que bien souvent, bah, il se passe pas grand-chose parce que finalement, l'État s'en prend aux plus faibles, ne s'en prend pas, à ceux qui affirment leur pouvoir personnel et collectif et donc la posture de désobéissance, si elle s'assied sur des bases solides, va trouver non seulement un soutien très populaire et comme tu le dis, médiatique et politique, mais que finalement, l'État ne va pas se prononcer, en matière de répression parce qu'elle va comprendre qu'elle a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en allant frontalement au combat avec, vous, si on parle de Cocopelli, mais peut-être même de façon générale parce que nous, on l'a vu aussi sur la question de l'habitat léger et des cabanes. Et la question, que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est quand vous êtes attaqué parce qu'en fait, ce que je comprends dans votre historique, c'est que donc en 99, l'association se crée, suite à ce que tu m'expliquais justement, que très rapidement en 2004, vous recevez la visite du GNIS, ce que j'appelle la police des semences, mais voilà, c'est assez réducteur, même si c'est la vision que j'en ai et donc de là s'engage un premier procès face au GNIS, donc face d'une certaine façon à l'État. Et Ouais. moi, l'image que j'ai de vous à ce moment-là, c'est me dire: «Oh là là, mais ils sont hyper armés, Cocopelli, ils sont prêts à se défendre, ils sont chauds et tout». Mais je suis pas certain en fait, qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous, au moment où vous êtes attaqués en 2004? Vous êtes une grosse association? Vous êtes développés, soutenus pour y faire face? Voilà, comment êtes-vous à ce moment-là? Non, non, alors à ce moment-là, on n'est pas du tout armé pour faire face à des attaques comme ça, même si on s'y attendait un peu. Mais si tu veux, et ça a toujours été la force de Cocopelli, on est des assez bons communicants. Et même à l'époque, même si c'était pas l'association que c'est aujourd'hui, si tu veux, Dominique à l'époque, avec Blanche, déjà, a su frapper aux bonnes portes. Si tu veux, donc Blanche, notre avocate, qui était toute jeune avocate à l'époque, en fait, on a su frapper aux bonnes portes et avoir un relais populaire très très, enfin quasiment viral, on dirait viral aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, mais et du coup très très vite on a eu un soutien populaire massif et même un soutien financier massif. Pour l'anecdote, on a eu un tel soutien financier qu'on a dû dire à nos sympathisants en fait arrêtez de nous donner des sous parce que ça couvre largement maintenant les frais juridiques et donc tout ce surplus d'argent qu'on a reçu est parti sur notre campagne Semences sans frontières fraîchement créée à l'époque. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis de lancer la campagne Semences sans frontières. Mais on pourra y revenir si tu veux. Après, ce qui est très très intéressant dans ce premier procès, si tu veux, c'est qu'en effet, comme tu dis, on a la visite des agents du CNIS, donc du Groupement national interprofessionnel des semenciers, qui s'est renommé aujourd'hui dans une magnifique campagne de greenwashing SEMAE, mais que moi je continuerai obstinément d'appeler le GNIS. Euh, et ce qui était fort étonnant, c'est que à l'époque, et d'ailleurs c'est le procès Cocopelli qui a mis fin à ce conflit d'intérêts, les agents du CNIS avaient la double casquette d'agents de la répression des fraudes. Et alors ça, c'est complètement incroyable parce que la répression des fraudes, c'est évidemment un organisme d'État, et le GNIS, donc le Groupement national interprofessionnel des semenciers, c'est une interprofession qui défend des intérêts privés. Donc les intérêts des semenciers. Donc eux vont se targuer de défendre 90 PME, TPE, semencières en France, etc. Évidemment, c'est du pipeau. Ce qu'ils défendent surtout, c'est 5 ou 6 grosses multinationales. Et du coup, le procès Cocopelli, en plus de faire parler de ce sujet semences libres et reproductibles, a permis
d'endiguer un conflit d'intérêts majeur entre le CNIS et la répression des fraudes. Oui, oui, oui. En fait, c'est intéressant parce que, finalement, vous avez pu mettre en lumière ces conflits d'intérêts et de par le procès que vous avez eu avec Cocopelli, vous avez épargné à de nombreux autres, semenciers amateurs ou, agriculteurs de ne pas avoir eux-mêmes de procès parce qu'ils redoutaient finalement qu'il y ait une deuxième affaire Cocopelli qui émerge. J'avais entendu ça. C'est-à-dire que suite au procès, Cocopelli avec le CNIS, il y avait jamais plus eu de procès, par rapport à une répression, potentielle, de leur part, tellement la lumière que vous avez mis, tellement la pression que vous avez exercée médiatiquement lors de ce procès a fait peur aux autorités et les a dissuadés de, revenir, de nouveau faire ce gendarme, des semences. Je me trompe? Non, mais tu as complètement raison et en fait, ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est que, on illustre vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu 2 procès coup sur coup, donc le CNIS et la FNPSP, qui était le syndicat agricole à l'époque, et quelques années plus tard directement, la société Graines Beaumont qui nous attaquait pour concurrence déloyale, pour non-inscription de nos semences au catalogue national à l'époque et aujourd'hui le catalogue européen. Et en fait, ils ont joué et ils ont perdu parce que ils pensaient pouvoir nous dégommer en fait en quelques années, nous mettre une pression juridique et économique telle qu'on allait mettre la clé sous la porte. Et non seulement ça n'a pas été le cas, mais ça nous a ultra renforcé. Ça a ultra renforcé ce mouvement pour les semences libres et reproductibles. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui et sans prêcher enfin sans fauter pardon par accès d'assurance, mais en fait, sans Cocopelli, en fait, sans le travail qu'on a fait depuis 25 ans, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous les petits semenciers qu'on voit qui émergent un peu partout sur les marchés, sur la vente de semences et de plants locaux, etc., ce qui est clairement une victoire, ça n'existerait pas. Évidemment. Et, et clairement, ça a largement refroidi le CNIS pour aller intenter d'autres procès, non seulement parce que ça leur a fait un tort pas possible, les procès Covopelli. Enfin, on a même eu un documentaire, enfin, pardon, une enquête de Cash Investigation sur le sujet, en fait, qui a fait un bruit pas possible il y a quelques années. Euh, plus jamais ils veulent ça. Donc plus jamais ils vont attaquer un petit semencier, ou alors ils vont plutôt aller attaquer sur le sanitaire, ils vont aller attaquer sur des trucs qui sont beaucoup plus difficilement médiatisables. Mais au final, quand Cocopelli s'est mis à crier sur tous les toits, en fait, il y a un vrai problème avec les semences. Personne n'était au courant. C'est-à-dire que le grand public n'était pas du tout au courant, et même beaucoup de politiques n'étaient pas du tout au courant. Donc, on allait faire du lobbying à l'Assemblée ou aller chercher certains politiques pour nous soutenir sur les luttes juridiques. Ils ouvraient des yeux grands comme des loupes en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On savait pas du tout que depuis Pétain, il y avait un catalogue national. Enfin, en fait, personne n'était au courant. C'était vraiment un rideau de fumée pas possible. Et on a levé ce rideau de fumée. Et une fois que ce rideau de fumée il a été levé, euh, ben, ils étaient grillés en fait, ils étaient complètement grillés, ils pouvaient plus intenter de procès comme ça pour non-inscription des semences au catalogue national et européen. Ils ont essayé de créer des listes annexes pardon, des listes pour les variétés qu'ils appelaient en toute arrogance sans valeur intrinsèque, machin, machin. Ils ont tout essayé pour essayer de faire rentrer Cocopelli et les autres structures comme Cocopelli dans les clous par rapport à leur pseudo-législation. Et en fait, là, ils sont en train de complètement plier parce qu'on n'obéit pas, parce que personne n'obéit, parce qu'on Mmh. n'en veut pas, en fait, de ce système législatif et personne n'en veut. Et les agriculteurs en veulent pas non plus, d'ailleurs. Ils sont coincés dans ce système-là depuis des décennies. Mais aujourd'hui, les gens se réveillent quand même et même les agriculteurs se réveillent. Donc, on veut pouvoir reproduire nos semences. Tout le monde veut pouvoir reproduire ses semences. Enfin, c'est juste la base de l'agriculture, en fait. Et il faut comprendre que ce système-là, il a à peine une soixantaine, allez, 70 ans, euh, alors que l'agriculture existe depuis des dizaines de milliers d'années et qu'en fait, on veut Ouais. pas de ce système-là. Personne n'en veut, en vrai. Personne n'en veut. Donc, c'est sûr que le CNIS ne fera plus de procès. L'État ne fera plus de procès ni contre Cocopelli, ni contre qui que ce soit d'autre, à mon avis, qui travaille les semences libres et reproductibles.
On va revenir là dans un instant sur effectivement qu'en est-il aujourd'hui du monde des semences, de l'agro-industrie, tout cet accaparement des semences qui vous a amené à vous mobiliser depuis 99 et même avant. Mais juste avant, il y a quelque chose que je veux préciser et que je trouve aussi paradoxal qu'intéressant, c'est que finalement, vous avez perdu votre procès contre le GNIS en cours d'appel, c'est ce que j'ai vu, dis-moi si je me trompe, Mhm. mais que malgré cette condamnation à payer une amende, d'ailleurs que vous n'avez jamais payée, vous avez quand même gagné finalement. Vous avez gagné parce que de par la lumière que vous avez mis, la pression que vous avez exercée à travers la population, quand bien même la décision de justice a été en faveur du GNIS, finalement, jamais plus d'autres personnes ont été inquiétées ou attaquées en justice par cet organisme. Et donc, en fait, il est important de voir ce qu'est finalement une victoire ou une défaite, non pas à un jugement prononcé, mais à la conséquence de ce que va donner notre affaire. Et c'est en ça que, pour moi, la notion de tai chi politique, elle est très importante. C'est-à-dire que vous êtes à un moment où vous êtes une petite association, vous n'avez pas de gros moyens pour vous défendre. On est sur un sujet qui est méconnu, que quasiment personne ne connaît, face à l'État qui a la législation de son côté, qui a tous les pouvoirs de répression possibles et potentiels. Et malgré tout, au lieu de vous cacher, comme l'auraient fait la plupart des associations, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on est attaqué, que ce soit par une grosse industrie ou par l'État lui-même, la première chose qu'on va essayer de dire, c'est: ah non, mais moi, je ne fais pas de vagues, je dérange pas l'industrie. Non, non, non. Vous avez fait l'exact opposé. Vous avez pris la lumière, vous avez dit: très bien, vous voulez nous attaquer, eh ben, on va se servir de cette force-là pour médiatiser cette injustice, pour en faire une lutte emblématique, comme on pourrait imaginer des mythes qui se rejouent à la façon de David contre Goliath. Et ça, je trouve ça admirable. Et moi, dans ce que je vis aujourd'hui, dans les conseils que je peux donner parfois, ou dans ce que je veux incarner dans les combats, c'est exactement cet exemple que j'ai en tête dans le tai chi politique pour prendre l'énergie que notre adversaire va déverser contre nous, pour en faire finalement une force, à la fois pour faire connaître un sujet, mais pour mettre du débat public dessus, pour exercer une pression populaire là-dessus. Donc vraiment, voilà, moi je suis très admiratif dans mon histoire militante politique à l'égard de ce que vous avez pu accomplir, sachant que ça, c'est un procès. Il y en a eu un second qui était emblématique, c'est que vous avez lutté face à un géant de l'industrie français semencière qui est Graine Bomo. Si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez le voir se pérenniser dans le temps, merci de le soutenir sur Tipeee. Ouais, pas de souci. Mais avant ça, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est assez intéressant. En fait, non seulement on n'a pas gagné contre le CNIS et la FNPSP, mais en fait, il y avait, je pense, si tu veux, c'est même leur deuxième erreur de nous avoir fait perdre. Parce que, enfin, nous, on s'en fichait totalement de gagner ou de perdre. De toute manière, c'est même des fois contre-productif de gagner parce que le message envoyé médiatiquement, c'est ah bah au final, il y a quand même une justice. Et au final, c'est pas si pire parce que Cocopelli gagne. Alors que dans le fond, alors ça aurait été magnifique qu'on gagne parce que en fait le fond a évolué et que en effet c'est vraiment légitime qu'on gagne ce procès, mais évidemment qu'on l'a perdu parce que le fond n'a quasiment pas évolué depuis. Et du coup, si on avait gagné, ça aurait été quasiment contre-productif parce que les gens se seraient dit ah bah ça va, c'est pas si pire. Alors que si, c'est carrément pire quoi. Et du coup, c'est la deuxième erreur, je pense qu'ils ont fait, c'est de nous faire perdre. Euh, et en effet, ça nous a donné un levier de communication quasiment inespéré pour mettre en avant le vrai scandale qu'il y a autour des semences et la vraie mainmise de l'industrie autour des semences. Donc, ça a été une escalade vers le moins bien en réalité pour eux, cette épopée juridique, parce qu'ils se sont complètement grillés, quoi. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Et après, alors les graines Bomo, c'est pas. Juste à le mettre sur Graine Oui, Bobo, tu veux dire que c'est l'injustice et cette double injustice qui a permis de fédérer et de rassembler autour de vous? C'est bien que sûr. plus l'injustice est forte, plus le sentiment d'appartenance de la population grandit à l'encontre de votre association? Ben, bien sûr. Ok, Ben, bien sûr, parce que en fait, oui, c'est c'est intéressant. exactement ça. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça, c'est que la double injustice nous a donné un vrai levier pour faire parler du problème. Ça a mobilisé des médias, ça a même mobilisé des médias mainstream, parce qu'encore une fois, il y avait un tel rideau de fumée sur ce sujet que les gens hallucinaient complètement que Cocopelli soit attaqué. Donc quand on disait aux gens, non mais en fait, on n'a pas le droit de vendre nos graines, euh, tout le monde était complètement en pleine hallucination. Cocopelli était considéré comme, quand le GNIS et du coup les agents de la répression des fraudes sont venus dans nos locaux la première fois, ils ont dressé 3650 procès-verbaux. Je veux dire, c'est lunaire, c'est de la science-fiction, quoi. Et du Mais, coup, qu- en fait, mais quand quand on ils a mis tout arrivent, ça, oui, ouais. Quand ils arrivent, vous n'avez pas peur quand ils vont dresser ce procès-verbal avec 3000, comme tu dis, je sais plus ce que tu dis, 3000 quoi, pardon? 3000 3600 procès, infractions? hein. Ouais, 3000 infractions, ouais, un peu plus de 3000, Voilà, 3600 infractions. Mm. le GNIS vient recenser 3600 infractions. Vous n'êtes pas en stress à ce moment-là? Si, si, forcément, hein, forcément, ça met la pression et tout ça, mais nous, on savait, Vous on êtes savait, préparé, ouais, on est préparé, bien on sûr. sait qu'en fait, au niveau du droit européen, on n'est pas complètement à la masse, que la France ne respecte pas vraiment le droit européen sur le libre-échange, etc. Enfin, en fait, il y a pas mal de choses, il y avait un énorme flou juridique autour de tout ça, et du coup, enfin voilà, Oui, et oui, oui. après, moi, je te parle de quelque chose, je l'ai pas, enfin, je l'ai vécu en tant qu'enfant, si tu veux, Oui, parce que tu étais c'est jeune à ce moment-là. J'étais super jeune à ce moment-là, donc c'est mes parents qui ont pris tout ça de plein fouet. Euh, mais en fait, mes parents sont vraiment des militants de la première heure. Ils ont jamais tremblé, si tu veux, devant des attaques juridiques ou même médiatiques. Et ça, il faut leur reconnaître ça, qu'ils ont toujours été extrêmement courageux dans leur prise de position, notamment au tout début de Cocopelli, où en fait tous les collègues à l'époque que je n'aimerais pas. Courber les chines devant l'industrie en essayant de trouver des niches pour pouvoir faire leur business tranquillement. Cocopelli a pris le maquis, Dominique a pris le maquis avec Cocopelli, et en fait s'est mis en totale opposition à tout ça. Donc il était préparé à ça, si tu veux. C'était l'objectif en fait de créer Cocopelli. Si l'objectif ça avait été de se planquer et de continuer son petit business tranquillement, et ben il n'aurait pas créé une association, il aurait continué avec l'entreprise en essayant de trouver des niches comme les autres en prenant sa carte au GNIS, en essayant de négocier avec l'État pour pouvoir vendre quelques variétés, même si elles n'étaient pas inscrites, etc., etc. Donc le projet de création de Cocopelli, c'était en fait vraiment David contre Goliath dès le début. Donc on le savait que ça allait arriver. Ouais, ouais. Moi, C'était le but. je marquais une pause avant de passer à Beaumont pour juste rétro-pédaler un peu. Toi, donc on a le même âge, toi et moi. Tu as 37 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Tu reprends, tu es à la tête de Cocopelli depuis 2013, il me semble. C'est ça? Par Oui, contre, ouais, je suis à la direction de Cocopelli à la depuis direction. 2013 et à la présidence depuis 2018. Ouais. Ok. Mais tu as toujours grandi, en fait, avec Cocopelli. C'est ce que tu me dis précédemment. Tu es, t'es un enfant de la lutte. Comment moi, ça m'intéresse parce que je suis papa, tu vois? J'ai 2 petites filles qui ont 9 et 5 ans respectivement et donc elles nous voient, Caroline et moi, dans ces enjeux de lutte, alors qui portent beaucoup sur la question de l'habitat léger aujourd'hui, mais de façon plus large, avec des procès qu'on a sur le dos et ainsi de suite. Je me demande ton regard à toi en tant qu'enfant, à ce moment-là, quand tu vois tes parents en lutte face à l'État dans un procès qui est hyper emblématique. Comment, toi, tu te positionnes? Comment tu vis ça avec ton regard d'enfant? Tu arriverais à te connecter un peu à ce sentiment-là? À cette sensation que tu avais à l'époque? Bon, c'est loin et je suis quelqu'un de très peu nostalgique. Du coup, j'ai vraiment parfois du mal à me replonger dans ces souvenirs d'enfance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux, pour retracer en quelques minutes vraiment d'où vient Cocopelli, et Mais moi, c'est vraiment à travers ton regard à toi ouais, qui ouais, ouais, mais m'intéresse. je vais y venir. Mais, mais si tu veux. J'ai été baladé, enfin, en fait, le début de l'aventure, c'est l'année de ma naissance, c'est en 87, OK. où on a la création du premier laboratoire de fleurs de bac, qui s'appelle aujourd'hui, qui est encore, bon, qui a été racheté depuis, hein, qui est le laboratoire d'Eva, qui fait des fleurs de bac à Autran, vers Grenoble. Et cette année-là, mes parents lancent ce laboratoire. Et c'est déjà une idée militante parce que Dominique et Sophie décident de se lancer sur de la médecine douce à l'heure où en fait c'est beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'alternatives, etc. Et
à partir de là, bon alors c'était une collaboration, ça s'est arrêté. Mes parents sont partis sur un autre projet, sur de la production en réinsertion dans l'Allier, sur un jardin botanique, puis sur terre de semences, etc. Et en fait, en tant qu'enfant, j'ai été baladé alors déjà, à des nombreux endroits physiques différents, mais sur des nombreux projets différents, toujours à connotation militante, toujours avec un contre-pied en fait pris par mes parents. Et j'ai toujours vu mes parents évoluer dans ce milieu-là. Ça fait que je suis vraiment imprégné par ce militantisme, mais en fait, ce militantisme, bah, tu le sais, il est hyper prenant pour les parents. Parce que on n'est pas sur un boulot à 35 heures juste alimentaire, on est sur un vrai projet qui prend du temps et qui prend surtout énormément de charge mentale, qui prend énormément d'émotions, qui prend énormément d'engagement. Et le risque, c'est que ça se fasse au détriment en fait de la vie familiale et au détriment de la vie sociale, etc. Et le résultat, et je lui en veux absolument pas, c'est que j'ai un père qui a été relativement absent en fait de mon éducation, en tout cas de mon éducation d'enfant, et heureusement une mère très 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 présente pour soutenir à la fois Dominique et pour soutenir ses enfants et pour éduquer ses enfants de manière assez alternative au final. Moi j'ai beaucoup grandi à la ferme, j'ai été en école dans des écoles alternatives étant petit. Donc voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que il faut quand même regarder la réalité en face. Les enfants sont des éponges et j'ai aussi deux enfants, si tu veux. Donc Mmh. c'est un sujet auquel je réfléchis évidemment. Et arrivé à l'adolescence, quand tu commences à te rendre compte en fait que le monde il est pas juste fait de petites fleurs et de papillons et que en fait il y a de la violence aussi dans le monde, il y a de la violence, il y a de la violence émotionnelle, il y a de la violence sociale, il y a de la violence parfois dans les familles. Euh, Émotionnellement parlant, il y a des désaccords et tout ça. Et à l'arrivée à l'adolescence, honnêtement, pour moi, ça a été assez dur, en fait, de voir mes parents en permanence attaqués, de devoir déménager de notre ferme dans l'Allier parce que à la fermeture de la SARL Terre de Semence, bah, mes parents ont tout perdu. Donc la ferme qu'ils avaient mis des années à mettre en place à force de petites économies, etc. Bah, tout a disparu, si tu veux. Ma maison a disparu. On a dû déménager dans une autre région, créer Cocopelli, avoir les pressions directes derrière, les procès, etc. Un papa super inquiet. Voilà, enfin, tout ça, ça marque les enfants. Et, mais ça peut aussi les marquer dans le bon sens. Moi, je pense que j'ai quelques traumas, hein, honnêtement, de mon enfance par rapport à toute cette lutte prégnante. Mais par contre, j'estime quand même avoir eu la chance d'acquérir des vraies forces, en fait, qui me permettent aujourd'hui d'encaisser depuis quasiment 12 ans les luttes portées par Cocopelli. Mmh. Donc voilà, je pense pas euh, qu'il faille particulièrement épargner nos enfants en fait de ces luttes-là parce que ben c'est des luttes qui font le monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue et le monde qu'on veut voir évoluer positivement. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum les protéger de tout ça euh, parce que ça viendra bien assez vite en fait le moment où nos enfants, nous qui sommes des militants entre guillemets viendront à devoir porter nos combats et à devoir les faire grandir d'une autre manière. Mmh. Très intéressant pour moi ce que tu partages parce que, j'entends, plusieurs choses et 2 qui me marquent, particulièrement. C'est les blessures relatives, à l'absence parfois, d'un père qui est ultra mobilisé, de déménagements successifs qui font perdre un peu l'ancrage qui était, le tien à l'époque et en même temps une force qui est celle, des luttes auxquelles tu dois faire face aujourd'hui, des enjeux auxquels tu dois faire face, pour lesquels tu as été formé à travers les luttes de tes parents que tu as pu, analyser et même vivre finalement, tu parlais d'éponge en effet. Donc voilà, c'est vrai que rien n'est rose, et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est certain. Mais je trouve ça enfin voilà, moi ça marque, particulièrement ces 2 points que tu évoques, justement. On va passer au second procès que vous avez eu, qui est cette fois-ci face à un géant de l'agro-industrie français, qui est le semencier Bomo, qui vous attaque en justice en 2005, si je ne me trompe pas, pour concurrence déloyale.
En Oui. gros, ils reprochent à Cocopelli de faire de l'ombre à eux, à ce géant, sachant que je pense que les chiffres d'affaires qui sont les leurs et les vôtres peuvent avoir un ratio de 1% ou 1 pour 1000 sans aller trop loin. Globalement, vous êtes complètement insignifiant pour eux. Mais malgré tout, ils veulent vous éteindre, ils veulent vous supprimer du jeu. Et là encore, vous mobilisez. Hmm. Ouais. Alors je nuancerai un peu tes propos si tu veux, parce que Oui, la société Graine Bomo, c'était, alors aujourd'hui c'est quand même une boîte je sais pas leur chiffre d'affaires, mais c'est quand même une grosse entreprise. Néanmoins, c'est pas une multinationale. On n'est pas face à un ratio de 1 pour 1000 très clairement. Non, on est sur une boîte française, une entreprise qui, en effet, commercialise de la semence, particulièrement de la semence hybride, qui commercialise des outils de jardinage, etc., mais qui, selon moi, et là, je te parle d'un- d'un- d'une idée que j'ai, il y a absolument rien de prouvé dans ce que je dis, mais à mon avis, la société Grenbomo, en fait, a été poussée plus ou moins délicatement par des plus grosses entreprises, voire par le CNIS, pour aller au front, en fait, devant Cocopelli, parce que ben, ça aurait fait encore beaucoup plus de bruit si ça avait été réellement une grosse entreprise qui nous mhm, attaquait. Si ça avait été Limagrin, ben, on aurait applaudi, hein. Nous, on aurait été trop contents parce que là, j'ai envie de te dire, médiatiquement, c'était encore plus porteur. Mais à mon avis, ils ont plutôt envoyé les graines Bono au casse-pipe parce que justement, c'est pas une si grosse entreprise que ça. Euh, et du coup, en effet, ce que les graines Bomo nous reprochaient, c'est de leur faire de la concurrence déloyale par rapport à la diversité de notre catalogue. Coupelli, encore aujourd'hui, on est la plus grosse gamme de semences libres et reproductibles d'Europe en bio. J'insiste bien sur le en bio, hein, parce qu'en conventionnel, il y a des catalogues qui sont bien plus importants que les nôtres. Mais en semences biologiques, 100% biologiques, hein, toute notre gamme est bio évidemment, contrairement à certains autres qui vont avoir du non traité, etc. dans leur catalogue, même si ils affichent une image bio. Nous, depuis toujours, c'est 100% bio. Et du coup, on est le plus gros catalogue. Et les graines Bomo nous reprochaient de leur faire de l'ombre et en fait d'attirer des clients avec cette diversité et une diversité qui était non inscrite au catalogue national de l'époque. Et du coup, nous attaquer pour concurrence déloyale à cause de cette diversité. oui, bah merci de tempérer un peu le propos parce que c'est vrai que dans l'imaginaire que je m'étais construit, je vous le voyais comme un ogre semencier alors qu'en fait, il était beaucoup moins important que ce que je me figurais. Euh, Oui, c'est peut-être 10 millions et quelques de chiffre d'affaires. Si tu veux, c'est pas colossal comparé à une entreprise comme Limagrin ou comme Monsanto, pour citer oui, oui, le vilain petit canard qu'on cite tout le temps. Monsanto, en fait, le chiffre d'affaires de Cocopelli, vu qu'on parle bien de chiffre d'affaires, hein, pour Cocopelli, on est une association, mais une association 100% autonome, donc on vit uniquement sur la commercialisation de semences libres et reproductibles. En tout cas, notre niveau d'activité sur le marché de la semence, une boîte comme Monsanto, j'avais calculé, je pense, le fait en 2 minutes et demie ou 3 minutes, quoi. Donc, on est, si tu veux, sur le plan économique, complètement insignifiant. On n'existe même pas, on est un grain de sable dans une plage. Mais par contre, sur le plan idéologique, si tu veux, sur les graines de résistance qu'on va semer dans les consciences, là, on a énormément de poids. En fait, Cocopelli est minuscule, encore une fois, sur le marché. Par contre, tu peux parler de Cocopelli dans quasiment n'importe quel pays de la planète. En tout cas, dans les milieux soit alternatifs, soit dans les milieux du jardinage, Cocopelli est connu sur toute la planète comme fer de lance de lutte pour la protection de la biodiversité cultivée. Et du coup, c'était avantageux pour eux de lancer une petite entreprise justement en guerre contre Cocopelli parce que au final, bah, les graines Beaumont ont pris un gros risque qu'ils ont payé parce qu'ils ont eu des pluies de lettres d'insultes de leurs clients. et D'ailleurs, de boycott. et de boycott, oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, ça, c'est remonté sur un des procès. Alors, je ne sais plus si c'est à l'appel ou à la cassation, mais c'est remonté sur l'un des procès où Bomo nous accusait d'avoir fait un appel au boycott, ce qui n'était pas du tout le cas, hein. Ils l'ont fait tout seuls, leur appel au boycott. Et du coup, eux, ils ont perdu beaucoup, en fait, avec ce procès. Déjà parce que, bah, ils passaient pour les vilains dans l'histoire. Et aussi, bah, parce qu'au final, c'était une petite entreprise qui avait plus de moyens que nous pour se défendre mais qui ont quand même été déboutés de leur demande et en fait tout ça ne tenait pas debout. Pour l'anecdote, ils ont même créé une variété de tomates qu'ils ont appelée la tomate Cocopelli. Ils ont essayé de déposer un brevet dessus. Enfin, c'était d'un pathétique tout ça. Ça tenait pas debout. Mais bon, l'histoire a duré quand même 10 ans, plus de 10 ans de Oui. procédure avec des frais juridiques et des frais de justice assez énormes. Donc
Bon, ça nous a emmerdés, mais au final, ça a fait aussi beaucoup de bruit, ça a permis de médiatiser l'histoire et Bomo a fait un très mauvais move, très très mauvais move, les pauvres. Complètement. Et Mm. d'ailleurs, là, pour le coup, contrairement au GNIS où vous perdez en justice, là, la justice vous donne raison. C'est-à-dire que, Bon, la cour d'appel de Nancy dit que, il n'y a pas de concurrence déloyale qui est faite à Beaumont à travers votre activité. Je me trompe? oui, alors c'est un petit résumé parce que c'est parti en cours à la Cour européenne, etc., en question préjudicielle. Enfin bon, ça a fait quand même beaucoup d'allers-retours cette affaire un peu partout. Mais si tu veux, je pense que la Cour a tiré une bonne leçon des précédents procès et au final, ils n'ont pas voulu faire de vagues. Donc le jugement a été le pire qui puisse être dans le sens où ben ils ont débouté Bomo de ses demandes et ils ont débouté Cocopelli de ses demandes et on était chacun condamné à payer 5 000 € de dommages et intérêts à l'autre, ce qui donnait une note à zéro. Et puis voilà, c'était un jugement, enfin c'était une procédure d'appel qui a vraiment fait, oui, pardon, d'ailleurs, je parlais de cassation tout à l'heure, il n'y a pas du tout eu de C'est de cassation, l'appel, c'est la cour d'appel de Nancy. c'était la cour d'appel de Nancy, la cassation, c'était sur le GNIS. Oui, en fait, la cour d'appel a fait ce qu'il fallait pour que l'histoire puisse pas être médiatisée, que ce soit juste étouffé des deux côtés et qu'on n'en parle plus, quoi. Parce que de toute manière, leur stratégie maintenant avec Cocopelli, on fait comme si Cocopelli n'existait pas. C'est assez rigolo, hein, parce que tu vois, pour l'anecdote encore, il y a 2 ans, ou 3 ans, je sais plus, il y a eu une histoire d'une maladie sur la tomate, une maladie cryptogamique, je sais plus laquelle. Bon, bref, il y a eu un petit scandale national sur la tomate et les agents du CNIS ont contrôlé absolument tout le monde, dont les semences d'El País, qui sont des copains qui sont à 1 heure et demie de chez nous à peine, donc ils sont à côté en fait. Et eux ont été contrôlés. Et ils sont pas venus chez Cocopelli. Et d'ailleurs, le type à l'époque de Graines del País leur a dit, ben, vu que vous êtes à côté, vous allez chez Cocopelli. Après, les contrôler aussi. Et l'agent du GNIS leur a dit, oh, non, mais Cocopelli, c'est compliqué, c'est une histoire différente, etc. Ils mettent pas les pieds chez nous. Ouais, ouais, Ils mettent pas les pieds chez nous, ils sont morts de trouille. Donc ça, c'est quand même, on n'est pas peu fiers, si tu veux. bien sûr. C'est qu'ils sont morts de trouille de venir chez nous. Et encore une fois, la dernière fois que les agents de la répression des fraudes sont venus, alors là, c'est moi qui était à la direction de Cocopelli c'était en 2016 peut-être, je crois, je sais plus. Euh, enfin, on a tellement fait du bruit derrière, on a publié partout, en fait, ils sont plus jamais revenus. Ils osent plus, quoi. Mmh. Ce qui est hyper intéressant par rapport à ce jugement prononcé en cour d'appel, de Nancy, c'est que, à ce moment-là, la législation française n'a pas changé, donc elle vous donne tort à 200. Mais que malgré tout, là, à travers la pression que vous exercez sur Beaumont et la mobilisation qui est faite, elle ne veut pas non plus vous délégitimer. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait tout ce boucan, tout ce bruit et tout ce soutien que ça a engendré, vous vous seriez fait dégommer, je pense, par la cour d'appel de Nancy, non? Ah, c'est pas si simple parce que question préjudicielle qu'on avait posée à la Cour européenne nous donnait complètement raison vis-à-vis de la législation européenne. Et en fait, ça a mis en avant que la France ne respectait pas la législation européenne. Alors tout ça, ça a été corrigé depuis. Mais si tu veux, en fait, l'avocate générale de la Cour européenne, qui s'appelait Maître Cocotte à l'époque, c'est assez rigolo d'ailleurs, nous donnait complètement raison. Et ensuite, la Cour n'a pas suivi, ce qui est extrêmement rare, les préconisations de son avocat général. Parce que, alors à l'époque, c'était un lobby européen, là, ASI peut-être, je sais plus, un lobby européen là qui avait remonté les bretelles à la Cour européenne et finalement la Cour européenne avait rétropédalé sur sa première réponse à la question préjudicielle. Mais du coup, la Cour d'appel de Nancy, suite à cette question préjudicielle à l'Europe, je pense qu'il marchait un peu sur des œufs, si tu veux. Mmh. En effet, on respectait pas le droit français. Par contre, on respectait le droit européen. C'est la France qui respectait pas le droit européen. Enfin, en fait, le truc aurait pu sacrément monter en épingle. Je pense que ça puait pour eux, quoi. S'ils nous faisaient perdre, qu'on partait en cassation, qu'on remédiatisait en fait le sujet, je pense qu'ils avaient beaucoup à perdre. Donc OK. en effet, tu as en partie raison. La pression médiatique en fait qu'on a fait peser sur leurs épaules a fait qu'ils ont préféré étouffer le plus possible et le plus vite possible l'histoire, quoi. Mmh.
Et d'ailleurs, là encore, vous avez utilisé une stratégie de médiatisation. C'est un peu votre force, j'ai l'impression, au sein de Cocopelli, de pouvoir, soulever à travers, la question médiatique. Et ça m'intéresse énormément parce que, on voit que dans les milieux militants, il arrive souvent qu'on fuit les médias, finalement. On le voit à travers les ads et autres. Pourquoi vous avez fait ce choix-là déjà d'une part? Et aussi, est-ce que ça a fait l'unanimité parmi les membres de l'association? Cette, idée de prendre, le maquis médiatique. Ouais, bien sûr que ça fait l'unanimité. En fait, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, c'est si l'objectif, c'est de faire parler, d'une lutte militante, bah, il faut médiatiser. En fait, quel que soit le média, on s'en fout, hein, il faut juste médiatiser. Enfin, on s'est pas mis dans la désobéissance civile et on s'est pas attaqué à des géants de l'industrie, pour le faire dans notre coin et regarder notre nombril en se disant: «Mais qu'est-ce qu'on est fort!» Non, non. En fait, on l'a fait pour que le plus grand nombre soit au courant de ce qui se passe, quel que soit le support médiatique. On s'en fout complètement, quel que soit le support médiatique. Si on peut avoir 3 minutes dans le JT, bah, tant mieux. On a 3 minutes dans le JT pour faire parler d'un sujet, même si, on connaît les JT et généralement c'est remasterisé pour adoucir les propos et cetera. C'est pas grave, en fait. À partir du moment où le nom de Cocopelli est cité quelque part, les gens vont aller faire leurs recherches, vont tomber sur les procès, vont tomber sur le combat et plus on est médiatisé, plus le sujet il est connu et mieux c'est. Et j'ai envie de te dire, après 25 ans d'existence de Cocopelli, qui n'a pas entendu aujourd'hui parler des problèmes autour de la semence? Enfin, le nom de Cocopelli et maintenant il y a plus que Cocopelli, il y a plein de gens qui nous ont suivis dans ces mouvements-là, mais enfin tout le monde est au courant quasiment. Oui, la question de Même le milieu l'accaparement et de la agricole. stérilité des semences. C'est vrai qu'on n'est pas du tout, revenu dessus. C'est incroyable. C'est comme si on avait pris pour acquis, toi et moi, que tout le monde était au courant de la situation au Ouais. niveau des semences. Mais, ça vaut le coup quand même qu'on prenne un instant pour expliquer ce qu'il en est, ou ce qu'il en a été déjà, ce qu'il en est toujours aujourd'hui sur la question des semences. Tu peux m'expliquer ça? Oui, oui, ben, bon, alors, c'est un peu compliqué à résumer, mais on va essayer. C'est généralement, c'est le sujet d'au moins 1 heure et demie de conférence, mais, Je sais, mais moi, hem, le sujet m'a passionné à tel point qu'on en a consacré un documentaire et une bah, pétition, oui. à l'époque. Donc, je le connais pas aussi bien que toi, mais voilà, il me passionne aussi, et je sais que c'est pas évident de le synthétiser, mais en quelques mots pour pouvoir expliquer, voilà, la question des hybrides F1 et de l'accaparement des semences, voilà, ce serait hyper Oui, oui. éclairant. Oui, oui, bah, en fait, ça au final, c'est assez facile à comprendre si tu veux, parce que il faut comprendre que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans une société, sédentaire, qui est basée sur l'agriculture, comme toutes les sociétés occidentales aujourd'hui sur la planète. Hem, le problème de la semence, c'est que enfin, le problème du végétal, en fait, c'est qu'il va avoir une tendance assez merdique, si tu veux, à se reproduire gratuitement. Tu laisses monter un coquelicot, voilà, tu vois, je regarde des coquelicots à l'extérieur, là, donc je te parle de coquelicots. Tu laisses monter un coquelicot à graines, un seul coquelicot va t'offrir probablement, des centaines, voire des milliers de graines. Donc tu as un pouvoir démultiplicateur de 1 à 1000 avec juste une seule plante. Et ça, c'est un énorme problème pour l'industrie. Tu t'imagines bien? C'est comme si demain, voilà, le stylo, voilà, que j'ai posé sur mon bureau, il se multiplie, gratuitement, et il fabrique plein d'autres stylos, quoi. L'industrie du stylo va évidemment, plonger instantanément. C'est un système qui ne fonctionne pas dans une société, dans une civilisation mercantile. Et du coup, à l'époque de l'industrialisation, du début de l'industrialisation de l'agriculture, là où on se pose les questions de comment produire beaucoup plus, comment, bah, en fait, faire rentrer l'agriculture dans un moule industriel, donc dans un moule de standardisation, d'optimisation des transports, d'optimisation de la place, et cetera, et surtout d'optimisation des revenus pour l'agro-industrie. Donc il faut absolument trouver une solution pour que ces semences arrêtent de se reproduire gratuitement, parce que sinon tout le système agro-industriel s'effondre, ça ne peut pas fonctionner. Hem Et du coup, on va mettre en place, alors là je résume, hein, vraiment parce que ce serait intéressant d'avoir toutes les époques, mais on va mettre en place différents types de verrous sur le végétal. On va avoir des verrous qui sont botaniques, donc on va créer des variétés qui sont impropres à la reproduction, donc qui vont être dégénérescentes, qui vont pas savoir se reproduire entre elles. On va créer des OGM qui vont
littéralement être stériles, donc qui vont flinguer leur descendance. Donc un maïs OGM où tu pourras, le premier maïs OGM s'appelait Terminator à l'époque, où tu pourras pas ressemer tes graines, en fait elles ne pousseront pas, ce qui n'est pas le cas des hybrides F1, on va y revenir, mais qui ne pousseront tout simplement pas. Et après tu as des verrous qui sont juridiques, où on va aller permettre à des industriels de poser des brevets, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle en France les certificats d'obtention végétale, donc de poser d'être obtenteurs de critères génétiques de variété, ce qui fait que les agriculteurs peuvent les réutiliser, mais en payant des royalties, comme on paye des droits intellectuels sur un ouvrage ou sur une musique, etc. Et donc on met des droits de propriété, merci. Et du coup, on met en place ces différents verrous pour permettre à l'agro-industrie de contrôler totalement le marché de la semence. Donc les hybrides F1 là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est des sélections. Alors c'est pas des OGM, c'est pas stérile, malgré tout ce qu'on peut entendre. Un hybride F1 n'est absolument pas stérile, il va se reproduire, c'est simplement qu'il va pas se reproduire conformément à ses parents, entre guillemets. Donc on va avoir des variétés, des plantes qui vont être totalement dégénérescentes, qui vont absolument rien donner ou donner tout et n'importe quoi. Donc les hybrides F1, ils ont été créés spécifiquement pour répondre aux besoins de standardisation de l'agro-industrie. Un hybride F1, il est sélectionné de telle manière à ce qu'il soit ultra stable, généralement très productif. Pour des tomates, par exemple, on va créer des tomates qui sont très calibrées, qui vont être résistantes au choc, qui vont pouvoir être cueillies vertes et mûrir en frigo, etc. En fait, on va sélectionner les variétés uniquement sur des critères de l'agro-industrie. Par le biais de ces sélections, et c'est ça qui est très très important, et on en parle assez peu en fait quand on parle des hybrides F1, par le biais de cette sélection, on va évincer tous les critères génétiques qui sont liés au goût, qui sont liés à la nutritivité, qui sont liés à la résistance des plantes dans leur écosystème, et ça c'est le point le plus important, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les agro-industriels aujourd'hui sont des rejetons de l'industrie de la guerre. Donc, on sait, Bayer, IG Farben, etc., c'était des industries à l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui créaient l'ammoniac de synthèse pour les bombes, les gaz de combat pour les tranchées, etc. Et en fait, toutes ces industries se sont recyclées dans l'agriculture. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la semence, dans leur système, c'est uniquement un créateur de marché. C'est uniquement la clé de voûte qui leur permet de vendre beaucoup plus de produits chimiques. Parce que le gros du chiffre d'affaires, le gros du contrôle de l'agriculture se fait sur les produits chimiques. Et du coup, en contrôlant le type de variétés qui vont être mis à disposition des jardiniers, des maraîchers, des agriculteurs, ils vont surtout contrôler quels produits, quel package technologique ils vont vendre avec ces variétés pour que ces variétés puissent survivre dans le monde de l'agro-industrie. Donc, les variétés hybrides F1 sont là pour contrôler le marché, pour permettre à l'agro-industrie de vendre leurs produits chimiques. Donc évidemment, on va empêcher toute structure comme Cocopelli, où on va même empêcher les agriculteurs eux-mêmes de reproduire leurs propres semences pour différentes raisons. Déjà, pour une raison économique, parce que s'ils reproduisent leurs semences eux-mêmes, ils n'achètent plus de semences, donc il y a un pan de l'économie qui ne fonctionne plus. Mais surtout parce que la dernière chose qu'on veut dans l'agro-industrie, c'est que les semences s'acclimatent au terroir, qu'elles deviennent plus productives, plus résistantes, qu'elles emmagasinent en fait des informations génétiques qui permettent à leur descendance de faire face aux aléas climatiques, de faire face aux conditions pédoclimatiques du terroir dans lequel elles poussent, etc. Parce qu'il faut absolument que l'agro-industrie contrôle les variétés qui sont plantées pour contrôler les produits chimiques qu'ils vont pouvoir vendre derrière. Et pour ça, juste pour finir, il y a un catalogue national qui a été créé alors dans les années 60, à l'époque de l'UPOV, la création de l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales. C'est vraiment là que tout commence. Et en fait, on va créer ce catalogue et dire, il n'y a plus que les variétés qui sont inscrites dans ce catalogue qui ont le droit d'être distribuées en France. Point. Le reste, c'est de la commercialisation illégale. Si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez le voir se pérenniser dans le temps, merci de le soutenir sur Tipeee. Et ça me permet de rebondir aussi parce que déjà, c'est à travers le combat que vous avez mené avec Cocopelli que moi-même je me suis engagé il y a une dizaine d'années, que ça a donné naissance à une série d'abord qui se retrouve sur YouTube qui s'appelle Les Jardiniers Levez-vous, dans laquelle tu expliques
très bien, la naissance de l'agro-industrie à l'épisode 4 de Jardinier levez-vous et qui a donné naissance à une pétition de mobilisation qui s'appelait à l'époque Yes We Grain et qui a lui-même donné naissance au film Déclic de conscience dans lequel, on a pris tout le travail que vous avez fait en amont avec, Alexandre Lombroso pour pouvoir porter au Sénat dans la loi biodiversité un premier changement législatif qui permettait aux agriculteurs à l'époque de pouvoir utiliser les semences, paysannes, voilà, qui leur, redonnait, ce droit-là. Justement, est-ce que on peut refaire un petit point de ce qu'a amené vos mobilisations, vos procès durant ces 10-15 années qu'on a évoquées sur le plan législatif? On a cette victoire à laquelle nous on a contribué en 2016, mais à travers le travail acharné de Blanche Magaré-Nostreil, qui est votre avocate historique, qui vous a toujours défendu. Parce que pour l'anecdote, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle, elle était étudiante encore, au barreau au moment où vous avez commencé à avoir vos premiers procès et donc depuis toutes ces années, depuis, 20-25 ans, elle, travaille à vos côtés et elle a fait un travail formidable pour, justement faire avancer la législation qui a permis ces dernières années, de faire, de rentrer dans le cadre législatif, là où à l'époque, seuls les agro-industriels avaient leur place. Oui. Oui, oui, exactement et du coup, il y a eu cette première victoire en 2016 et en 2020, en juin 2020, après alors c'est quasiment 6 ans, hein, d'épopée politique, on va dire. On a réussi à faire entrer dans la loi Egalim 2 un amendement qui permet aux acteurs comme Cocopelli de distribuer des semences libres et reproductibles, mais uniquement à des utilisateurs finaux non professionnels. Donc on parle de jardiniers ou, au pire de collectivités, mais pas encore à des agriculteurs. Donc ça, c'est évidemment une victoire qui a été soutenue par plusieurs associations, dont Cocopelli, mais qui a surtout été menée par Blanche, voilà, qui est, comme tu le disais, l'avocate historique de Cocopelli. Et du coup, depuis juin 2020, en effet, on peut commercialiser des semences non inscrites au catalogue européen à des utilisateurs finaux non professionnels. Mais c'est intéressant ce sujet. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'on parlait de Graine Beaumont tout à l'heure qui nous intentait des procès pour concurrence déloyale pour non-inscription de semences au catalogue européen, enfin catalogue national puis européen. Et aujourd'hui, si tu ouvres le catalogue de Graine Beaumont, tu vas retrouver des dizaines, voire des centaines de variétés non inscrites depuis juin 2020, en fait, depuis que Cocopelli et les autres associations ont fait évoluer ce cadre législatif. Donc, au final, cette victoire, Excellent. c'est clairement une victoire, mais il y a toujours une face cachée, il y a toujours un revers de médaille en fait qu'il faut, que moi je m'échine à rappeler, mais c'est évidemment un sujet qui est assez dur à aborder, mais ça a donné lieu aussi à tout un tas de vautours qui se sont jetés sur les semences libres et reproductibles, qui ont changé tout leur packaging et en fait à des énormes campagnes de greenwashing. Et aujourd'hui, on se retrouve Cocopelli avec des dizaines, voire des cinquantaines, voire des centaines, en fait, depuis juin 2020, de nouveaux acteurs sur Internet, principalement, mais aussi en boutique, etc., qui essayent de surfer sur cette vague des semences libres et reproductibles, alors que nous, on connaît très bien le marché de la production française de graines, parce que 97% de nos semences sont produites en France par des petits producteurs et le reste en Suisse, en Italie et en Allemagne, donc sur des pays limitrophes. Mais là, on parle de 3% ou 4% de notre diversité. Donc, on produit quasiment 100% en France et on connaît très bien le réseau de producteurs français. On sait très bien que en fait, tous ces acteurs ne se fournissent pas du tout sur des petits producteurs, mais importent de la graine d'Europe de l'Est, de Chine, etc., refont du packaging et mettent semences libres et reproductibles dessus, des fois bio alors que c'est pas bio. Et finalement, cette avancée qui a permis aussi à tout un tas de petits producteurs de commercialiser des semences sur les marchés, de commercialiser des plants sur les marchés locaux en vente directe, ce qui est clairement une énorme victoire, mais vraiment une énorme victoire. On a aussi ouvert une autoroute pour des acteurs comme Bomo, comme tout un tas d'autres qui surfent sur cette vague-là et qui trompent totalement les jardiniers en leur vendant des graines produites à l'autre bout du monde qui sont sous couvert en fait de cette évolution législative. Mmh.
C'est excellent ce que tu racontes parce que, d'une part, déjà ceux qui vous attaquaient se servent aujourd'hui de ce combat, législatif que vous avez entrepris à travers Blanche pour en bénéficier à leur tour et utiliser des semences, du domaine public, des semences, traditionnelles. Donc, ils bénéficient de votre travail. Mais vous, surtout Cocopelli, qui depuis, 25 ans militez pour la libéralisation des semences, vous voyez finalement le contre-coup de ce que serait un marché s'il y a aucune réglementation, parce que tu parles justement de toutes les dérives qu'amène cette nouvelle liberté au niveau des semences. C'est-à-dire que, à chaque fois, et moi je le vois aussi dans ma situation, on va militer ardemment pour que change une loi parce qu'on est certain que ce que nous allons entreprendre va être pour le meilleur, va permettre de faire évoluer dans le bon sens la société sans en méconnaissant d'une certaine façon les enjeux, les conséquences de notre victoire, de ce qu'elle va pouvoir amener. Et là, c'est vraiment ce qui se passe de ce que tu racontes, c'est que finalement, le fait d'avoir ouvert cette liberté de vendre des semences traditionnelles du domaine public amène aujourd'hui tout un tas de dérives qui font qu'il y a des centaines de nouveaux acteurs sur le marché qui vont bénéficier de cette législation pour vendre un peu tout et n'importe quoi et tromper finalement les jardiniers et les agriculteurs. C'est dingue comme la situation, la société s'avère être complexe beaucoup plus que l'image que l'on s'en fait traditionnellement. Ouais, après, si tu veux, on le savait, hein. Pour le coup, D'accord. ça n'a pas été une surprise. Encore une fois, Cocopelli est une association loi 1901. Néanmoins, on n'a aucune subvention publique, on n'a aucune subvention de fonctionnement, ni de mécènes privés, ni de fondation, et encore moins évidemment de publiquement, enfin d'aide européenne ou d'aide publique. Et du coup, on fonctionne, enfin nos campagnes militantes, nos campagnes de solidarité internationale, etc., fonctionnent uniquement sur la commercialisation, et sur évidemment les cotisations de nos membres, et cetera. Mais, c'est sûr qu'économiquement, Cocopelli s'est creusé un tombeau, en soutenant cette évolution du cadre législatif, dans le sens où on savait qu'il allait avoir tout un tas de nouveaux acteurs très peu scrupuleux et qui allaient avoir des modèles économiques permettant de casser les prix. Aujourd'hui, par exemple, Cocopelli n'a pas fait évoluer son prix de vente du sachet, qui est un prix unique à 3,40 depuis 2007, quelque chose comme ça. Donc, tu vois comment le coût de la vie a augmenté, tu vois comment le coût des charges a pu augmenter pour les entreprises, l'électricité, les transports, etc., etc. Et derrière, eh ben, en fait, on a une pluie de concurrents, entre guillemets, bien bien moins scrupuleux que Cocopelli et qui, encore une fois, achètent à l'étranger, cassent les prix, etc. Et alors, non seulement, ce qui est très dur pour Cocopelli, au final, c'est que Vu que vu que les gens sont un peu largués, si tu veux, dans toutes ces histoires juridiques, et cetera, on voit même encore souvent passer des messages sur internet qui disent: «Non mais de toute façon, Cocopelli sont ultra chers, allez voir à tel endroit, c'est beaucoup moins cher», et cetera. Ah bah oui, effectivement, c'est beaucoup moins cher, mais c'est peut-être pas pour rien, quoi. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que ça a été un choix de se dire: «OK, on sait que si on y va, ça va être compliqué pour Cocopelli, parce que du coup, on va ouvrir une autoroute, parce qu'avant ça, eh ben, on était quasiment les seuls à accepter de se mettre en désobéissance civile et accepter en fait le, le, le prix à payer pour cette désobéissance civile, que ce soit un prix à payer. Alors là, je ne parle pas forcément économique, hein, mais de pression, de charge mentale, etc. Mais au final, c'est un choix. On s'est dit, bah ok, on va quand même y aller. On sait qu'on va y perdre économiquement. On sait que ça va être dur pour nous de tenir face à une Mmh. concurrence qui va être pour le coup déloyale parce que sans aucune valeur, alors que nous, on a des valeurs de production française, de production 100% bio, etc. Mais on décide d'y aller quand même parce que ça va permettre à tout un tas de petits acteurs, et ça, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment une vraie victoire, ça va permettre à tout un tas de petits acteurs de produire des semences et de commercialiser des semences en direct. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc si je comprends bien ce que tu dis, le côté militant a pris le dessus, sur le côté commercial, dans le sens où en allant dans ce combat législatif pour permettre, libéraliser la vente des semences, du domaine public, vous saviez que ça allait desservir Cocopelli, mais favoriser tout un tas de nouveaux entrants, de jeunes petites, entreprises agricoles qui vont se lancer, dans cette commercialisation, des semences paysannes, c'est ça? Exactement. D'accord. Bah, c'est tout à votre honneur.
C'est c'est gentil. C'est pas facile tous les jours. Je sais bien Mais et on va d'ailleurs y venir. On va y venir dans pas longtemps, à toutes les complications que vous pouvez avoir aussi et peut-être, les difficultés que vous rencontrez au sein de l'association. mmh Est-ce que, ce que vous faites aujourd'hui est légal? Ce qu'on fait aujourd'hui est légal en partie parce que Cocopelli étant Cocopelli, tu t'imagines bien qu'on se limite pas à vendre aux utilisateurs finaux non professionnels et qu'on se gêne pas pour vendre à des centaines de maraîchers, OK, qui sont donc professionnels et donc ça, c'est une activité illégale encore. OK. Je vais revenir aussi sur, les casseroles que parfois vous avez parce que, j'ai l'impression que ces dernières années aussi ont amené parfois certaines formes de critiques de la part des gens, des critiques auxquelles, moi-même j'ai dû faire face parce que, c'est vrai que je suis et j'affirme ma subjectivité en te parlant, un soutien Mmh inconditionnel de Cocopelli parce que, bah, dans mon histoire très intime, dans mon militantisme, vous êtes un acteur très important à mes yeux. Mais j'ai dû faire face à de nombreuses critiques qui avaient été, formulées, à votre rencontre et et j'aimerais bien avoir toi ton regard par rapport, aux différentes critiques que vous avez pu recevoir. Quel regard tu portes, à cela? Tu vois? Si tu devais faire un retour d'expérience sur ces, 25 années et peut-être même sur ces 10 dernières, là où tu es vraiment très actif au sein de l'association, quels sont vos échecs avec Cocopelli? Alors c'est 2 questions différentes, je pense, mais déjà pour les critiques, de quelles critiques tu veux parler? Parce que des critiques, si tu veux, étant une association assez «politisée», entre guillemets, en tout cas Tout à fait, médiatisée, des critiques, on en a tout des à fait. pluies et de toutes sortes, si tu veux. Du Alors coup, oui, là, ta question, elle je vais porte plus sur quel sujet? Je vais préciser, en effet. Il y a une critique qui portait, sur le mauvais rendement, de vos graines Mmh qui revenait parfois, dans le milieu, agricole. Il y en avait, une autre sur les mauvaises conditions salariales, qu'il pouvait y avoir, au sein de l'entreprise à travers un livre qui était paru en 2017. mh. Et aussi, et ça, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard, sur, les critiques qui sont formulées par le réseau des semences, paysannes, en stipulant que ce serait dangereux finalement de libéraliser la semence pour qu'elle soit libre et reproductible sans qu'il n'y ait de droits dessus et ainsi de suite. Mais ce sujet-là, j'aimerais le mettre un peu de côté parce que pour moi, il mérite, comment dire? Un regard en particulier. Mmh J'aimerais plutôt m'axer sur la critique formulée par rapport déjà aux conditions, salariales qui ont fait beaucoup parler dans le milieu militant que je côtoie en fait. Donc Oui. voir un peu comment ça quel est votre regard à vous avec Cocopelli? Comment ça s'est vécu? Peut-être une autocritique aussi parce que nul n'est parfait et parfois on a tendance très vite, de par la médiatisation, c'est un peu le revers que je vois aussi, à idéaliser finalement, les gens qui sont derrière, sachant qu'on est tous humains et que, des erreurs, bah, on en commet, de façon pléthorique, parce qu'on est en perfectionnement permanent. Oui. Alors pardon. Pour l'histoire des conditions salariales, en fait, le sujet, il est assez simple. Si j'ai une autocritique à me faire, en fait, sur ce sujet, c'est une erreur de débutant. Mon erreur de débutant, ça a été quand on est arrivé en Ariège, Donc ça a c'était en été 2014? 2013. 2013? 2013, ouais. Ça a été de vouloir recruter particulièrement des gens que je pensais sensibles à la cause, de Cocopelli et d'aller recruter beaucoup plus dans les milieux militants que simplement offrir du recrutement à qui voulait travailler, si tu veux. Et ça a été ma première erreur parce que je me suis retrouvé avec des personnes très, très impliquées dans certains mouvements militants qui aujourd'hui, avec le recul, me paraissent assez fantoches en réalité, mais je suis pas très objectif. Mais en tout cas, ma première erreur, ça a été d'avoir privilégié ces gens-là dans mon recrutement et de me retrouver avec une équipe, heu, qui, hem qui en fait n'avait pas envie de bosser dans une entreprise, mais qui avait envie de bosser dans une association et qui était habitué au système associatif biberonné par les subventions européennes ou biberonné par des fondations ou par des mécènes privés, enfin voilà, bon, tu as compris l'histoire, alors Oui, que oui, oui. Coopelli ne fonctionne pas comme ça. Coopelli, c'est une entreprise associative, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a un statut juridique associatif, mais encore une fois, on est 100% autonome sur nos rentrées d'argent. Donc, à un moment, quand on salarie une personne pour travailler,
il y a du travail qui est en face. Et quand il faut ensacher des graines dans des sachets, il faut ensacher des graines dans des sachets. Quand il faut expédier des commandes, il faut expédier des commandes, en fait. En fait, pour pouvoir financer toutes nos campagnes, que ce soit des campagnes juridiques, médiatiques, de projets internationaux, de solidarité, etc., on fonctionne ici en interne pour expédier nos commandes, pour ensacher, etc., comme une entreprise, en fait. Et on a les mêmes objectifs de rentabilité qu'une entreprise pour pouvoir financer tout le reste. La différence, c'est que quand on fait des bénéfices, et on ne fait pas des bénéfices tous les ans en fonction de tout un tas de critères, tout comme une entreprise, en fait, ces bénéfices sont réinjectés à 100% dans le fonctionnement de l'association. Néanmoins, on a ce même fonctionnement. Et donc, je pense que ce qui a donné lieu à toutes ces critiques salariales et à ce livre qui est honnêtement pathétique. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais tu lis des Non, trucs je l'ai pas dedans lu. qui sont, voilà, bon, en fait, on est dans le pathétisme le plus total. Tu peux même lire des trucs comme quoi on est une secte, qu'on joue au tambour autour de nos salariés quand ils sont malades pour les guérir. Enfin, mais c'est d'une débilité en fait ce livre. Qui est juste stratosphérique. Il suffit d'ouvrir 4 pages pour se rendre compte que là, tu as des gens complètement à côté de la plaque qui avaient juste un objectif de se venger. Mais pas seulement un objectif de se venger, si tu veux, parce que cette maison d'édition qui s'appelle les éditions du bout de la ville, qui sont une édition du Mas d'Asile, donc du village dans lequel on est implanté, qui était pour la petite anecdote financée à l'époque par notre vice-président de l'époque, Jean-Louis Guédon, avec sa fondation pour une terre humaine. Donc, si tu veux, déjà, rien que ça au niveau de l'éthique, c'est un peu discutable, parce qu'au final, ils ont écrit le livre contre Cocopelli avec de l'argent donné par le vice-président de Cocopelli. Oui, mais ça Euh, montre une certaine forme de liberté d'expression aussi. Ça montre une forme de liberté d'expression. Après, en termes de, enfin bon, bref, t'as raison, t'as raison. Mais moi, honnêtement, je trouve ça franchement discutable. Mais oui, ça montre une forme de liberté d'expression. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi de ce livre-là, c'est que ça a été très largement, tu t'imagines bien, le best-seller de leur maison d'édition, vu ils ont été médiatisés, évidemment, parce qu'on a tout un tas d'ennemis. Donc, il y a tout un tas de gens qui étaient mais tellement heureux, en fait, de pouvoir s'emparer d'un sujet comme ça et de dire, ah, ben, vous voyez bien, chez Cocopelli, c'est l'enfer, c'est une secte. Ils embauchent des émigrés sans papier, des femmes seules parce qu'elles sont sans défense, violence sociale, etc. Non, mais tu lis des trucs dans ce livre, je suis comparé à Staline et tout ça. Enfin, c'est juste, mais c'est pathétique, en Et, fait. Et, et euh, pourquoi pas les et avoir attaqués en justice alors? Il y a ouais. beaucoup de diffamation qui est faite, que tu peux le prouver. Pourquoi ne pas taire la critique et les rumeurs en les attaquant? Parce que ça aurait fait l'effet inverse. Ah oui. Et on en a payé les frais, si tu veux, avec un blogueur derrière qui lui a commencé à vraiment, en fait, d'ailleurs, je te dis une connerie, c'est pas dans le livre qui me traite de Staline, c'était ce blogueur là un blogueur soi-disant écolo bobo militant. Franchement à 2 balles quoi et en fait le mec s'est mis à écrire sur ce sujet pareil ça a fait buzzer sur son blog il était content il a eu plein de vues et tout ça et le mec me compare à Staline dedans. Et en fait, sur cette base, là, on lui a dit, mon grand, ça va pas être possible, en fait. Donc Hmm. là, ça, c'est procès pour diffamation. Et quand je te dis Staline, il n'y avait pas que ça. Hein. C'était des graines qui viennent de Chine. De toute manière, il n'y a rien qui germe, etc. Enfin, voilà, des généralités que les gens y balancent comme ça. Et avec Blanche, on s'est dit, bah non, en fait, là, on va mettre un stop parce que ça devient n'importe quoi. Et au final, on l'a attaqué pour diffamation. Eh ben, dis-toi bien qu'on a perdu. Non sur le fond en fait des propos, parce que le juge a dit en effet c'est de la diffamation, très clairement. Par contre, le type n'étant pas journaliste, il a agi en toute bonne foi, parce que n'étant pas journaliste, il n'a pas les capacités de jugement en fait d'un journaliste, donc il ne sait pas en fait que ce qu'il écrit c'est de la diffamation. Donc le juge a dit en effet c'est clairement de la diffamation, c'est clairement des faits pas avérés. Par contre, le type n'est pas journaliste, donc on a été condamné à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts. Ok. Ouais, tu vois la blague. Donc en fait, à un moment, il faut bien se dire que Cocopelli est tagué en rouge dans à peu près tous les tribunaux et que n'importe quel procès qu'on va intenter à n'importe qui, on va le perdre. Donc, on n'a pas voulu jouer à ça, si tu veux, sur le livre et donner encore plus d'impact en fait à leur livre, qui est une critique du capitalisme Cocopelli et que tu peux retrouver sur Amazon. Donc, tu vois la Hmm. blague. Enfin, en Ouais. fait, on est vraiment, mais on est au fin fond du débilisme profond de ce que eux s'autoproclament anarchistes. En fait, là, on est sur de l'anarchisme de comptoir, biberonné aux subventions. Enfin, c'est nul, 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 nul et non avenu. Après, ce qui me déplore dans tout ça, c'est qu'on s'est fait dézinguer par le canard enchaîné.
qui n'a pas fait l'effort en fait d'envoyer un journaliste pour voir ce qu'il en était, pardon. On s'est fait dézinguer par la revue Silence, qui est une revue écolo qu'on a soutenue à Cocopelli pendant 15 ans. On a acheté leurs revues pour les distribuer gratuitement pour les soutenir. On s'est fait dézinguer sur une double page centrale de la revue Silence. Ils ont jamais envoyé un journaliste, ils ont même pas passé un coup de téléphone, et etc. etc. Et en fait, dans les milieux écolos et dans les milieux même des médias mainstream, tout le monde s'est emparé du sujet. On s'est fait démolir et personne n'a jamais fait l'effort de mettre un doigt de pied à Cocopelli pour poser des questions aux salariés, aller voir en fait comment ça se passait et si vraiment en fait ce qui était dit dans ce livre était avéré. Et en fait, c'est ça qui est déplorable dans tout ça. C'est pas qu'une bande d'énervés ait décidé d'écrire un livre pour vendre des livres et faire buzzer autour de leur maison d'édition. Ce qui est déplorable, c'est le relais médiatique qui a eu lieu sans que personne ne se déplace jamais pour voir vraiment ce qu'il en était. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable. Et ça, justement, vous qui avez été si fort par le passé pour médiatiser, les procès et mettre en lumière l'injustice, vous avez pas utilisé de nouveau cette force médiatique? Mais en Parce qu'on fait, parlait du juridique, mais oui, mais ça, le problème, c'est que la force médiatique, si tu veux, nous en tant que nous-mêmes, on n'a pas de force médiatique. Il nous faut des relais. Et si tu veux, c'est super intéressant pour des médias de publier des trucs hyper croustillants, de dire, ah bah vous voyez, Cocopelli, c'est une secte, etc. Ils exactement. maltraitent leurs salariés. Donc ça défraie la chronique, il n'y a pas de souci. Mais pour aller dire derrière, ah bah peut-être qu'en fait on s'est planté, peut-être que Cocopelli ne maltraite pas du tout ses salariés, bah là, il n'y a plus personne. Franchement, il n'y a plus personne. La revue Silence, ils ont revu leur position par la suite. Ils se sont jamais déplacés. Ils n'ont pas fait un article, en fait, pour dire, ah bah désolé pour le double page, en fait, on s'est complètement trompé. Mmh. En fait, c Ça intéresse absolument personne. et Donc, et juste pour finir, si oui, tu veux, sur l'ambiance Wikipédia, nous, on peut pas se défendre en direct parce que, en fait, on est source primaire. Et du coup, en tant que source primaire, eh ben, on n'a pas droit à la parole. Si tu prends le Wikipédia de Cocopelli, par exemple, à chaque fois qu'on veut corriger en fait les âneries qui sont dites sur le Wikipédia de Cocopelli, ben on peut pas parce qu'on n'a pas de source secondaire, on n'a pas d'articles secondaires qui mettent en valeur en fait ce qu'on a à dire pour nous défendre. On n'a que des articles de nos salariés, on n'a que des articles sur notre blog où les salariés disent bah non en fait on n'est pas maltraité, etc. Il y a même des journalistes quand ils ont lu en fait le communiqué de presse qui a été fait par nos salariés, ils ont dit bah oui mais c'est facile en fait Ananda il a menacé ses salariés de les licencier si ils témoignaient pas pour l'association. Enfin on en est là si tu veux donc à un moment il dit, bah, ah oui, en effet, si je menace mes salariés de licenciement s'ils ouvrent la bouche, bah, en fait, on ne pourra jamais se défendre parce que quoi qu'on dise, de toute façon, il y aura le joker. Ah bah oui, mais c'est Ananda qui a mis la pression. Enfin, tout ça, c'est du délire. Juste pour finir sur ce sujet, à moins que tu aies d'autres questions, en fait, en Ariège, ici, on est considéré comme la structure avec le taux de bien-être au travail des plus élevés en fait dans toutes les boîtes d'Ariège. Il suffit de faire un tour à Cocopelli pour ceux qui sont curieux pour venir voir les conditions de travail ici à Cocopelli. Autant de dire que l'inspection du travail, quand ils nous rendent visite, ils ouvrent des yeux grands comme des loupes et ils se disent, waouh, si toutes les entreprises étaient comme ça, ce serait le paradis sur terre, quoi, hein. mmh. Donc, et en fait, sans vouloir nous jeter des fleurs, c'est pas le propos, c'est juste objectif ce que je dis. Attention, hein, tout n'est pas rose, hein, il y a des tensions sociales, il y a des conflits, il y a tout un tas de choses, en fait, comme dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle structure. Il y a des formes de violence sociale des fois, etc. Enfin, en fait, il y a tout ce que peut traverser un groupe d'humains. On est une quarantaine de personnes dans une boîte toute la journée. C'est une boîte en bois, en paille et en terre, en éco-construction hyper lumineuse, mais ça reste une boîte quand même. Mmh. Donc évidemment, on traverse en fait tout ce que n'importe quel collectif, que ce soit un collectif d'amis, un collectif familial ou un collectif professionnel, peut traverser en termes de relations humaines. Donc je suis pas du tout en train de dire que on n'a jamais fait d'erreur en termes de management, qu'on n'a jamais fait d'erreur en termes de relations sociales, etc. Par contre, en fait, de la maltraitance salariale chez Cocopelli, là, non, quoi. Juste non, absolument pas. Et encore une fois, il suffit de venir nous rencontrer, il suffit de venir parler aux salariés, discuter pour se rendre compte que ce livre est un torchon de mensonges, tout simplement. Et Moi, ce que qui a servi à nos vrais, qui a servi, en fait, à nos vrais ennemis. Et le dernier message, en fait, qui aurait à passer à ces gens-là, qui se disent anarchistes, qui se disent militants, c'est en fait, c'est quoi le projet? Là, enfin, vous avez Cocopelli qui milite depuis 25 ans pour la libération de la semence libre et reproductible, qui a essuyé je sais pas combien de procès, qui a fait évoluer les cadres législatifs, qui est connu sur la planète entière pour son combat en fait contre l'agro-industrie.
et vous attaquez Cocopelli et vous dites militant et anarchiste. Alors qu'à côté, bah, attaquez-vous plutôt à Amazon, attaquez-vous à Tesla, attaquez-vous en fait aux éoliennes, aux panneaux solaires dans les lacs, à ce que vous voulez, mais attaquez-vous à des vrais sujets, quoi, pas à Cocopelli. C'est absolument contre-productif et nul et non avenu, quoi. En fait, ce que je constate, généralement aujourd'hui, on est dans une forme d'épopée où on va créer des super-héros qui viennent de nulle part. C'est qu'on a besoin de tuer ces héros. On a besoin de les faire chuter. Ça fait partie d'une dramaturgie, médiatico-politique dans laquelle nous vivons présentement. C'est que d'un seul coup, Cocopelli qui était, complètement méconnu du public est arrivé héroïquement à, remporter ces batailles qui ont fait évoluer la législation. Mais il y a comme un truc où, bon, bah, maintenant qu'il a grossi, qu'il a cet héroïsme reconnu, il faut le faire chuter. Il faut, l'écrouler de nouveau, le remettre à terre finalement pour l'humaniser. Et moi j'analyse cette situation de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est comme si, les gens, le monde militant avait besoin de vous désacraliser, de vous faire, mais même pas désacraliser, vous dénigrer pour finalement aller au bout de cette épopée de Cocopelli qui va amener ensuite une forme de normalisation à mon sens, qui, bah, fait de vous un acteur historique, avec, des casseroles, que les gens ont parfois, toujours en tête. Et c'est là où c'est intéressant de voir aussi, quels sont les positionnements des uns et des autres, ce que tu énumérais précédemment à travers les relais médiatiques qui avaient été faits sans enquête et les personnes qui se sont, heu, agglomérées pour venir vous critiquer, qui se sont servis de ce livre, comme un pain, tu vois, qu'ils auraient mangé, jusqu'à satiété finalement, tu vois? Ouais, Donc ouais. moi j'ai ça me surprend pas tellement finalement, même si évidemment on dit toujours qu'il y a pas de fumée sans feu, et donc comme tu le dis, il y a nécessairement des choses qui doivent se passer au sein de Cocopelli où, bah, voilà, il y a du conflit, il y a parfois, des blessures et autres que ça réveille, mais que ça soit monté en épingle pour grossir une affaire, pour vous faire détrôner après les victoires que vous avez connues, les 10 années auparavant ou les 5 années auparavant, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'épopée médiatique traditionnelle, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 oui. Ouais, Hem, je te rejoins totalement. Après, c'est sûr que mais c'est c'est même douloureux, mais c'est douloureux. c'est douloureux, plus ou moins, mais après, c'est même pas, en fait, enfin, je rebondis quand même parce que si tu veux, c'est Bien même sûr. pas les, les, les hauts et les bas qu'on peut traverser en tant qu'équipe dans Cocopelli qui sont montés en épingle. C'est du fantasme pur et dur, créé de toutes pièces dans l'esprit de gens un peu torturés, si tu veux, qui sont médiatisés et qui fonctionnent parce que dès qu'on cite Cocopelli, ça fonctionne. Pour te donner un exemple, la dernière fois, je suis sur le marché du Mas d'Asile, donc très localement, et je tombe au troquet du coin, bah, sur l'équipe, justement, enfin, sur cette petite bande là qui a participé il y a 10 ans à écrire ce livre-là, enfin il y a quasi 10 ans. Euh, et je tombe en plein milieu d'une conversation en train de me dézinguer littéralement. Et une des nanas qui discute me prend à partie, parce qu'elle m'avait pas reconnu, en fait, tout simplement. Elle me prend à partie en disant: Ah, mais de toute façon, le président de Cocopelli, je le connais bien, il est homophobe, il est transphobe, il est antisémite et tout ça. Alors, ouais, je la laisse enchaîner, tu vois, en me disant: bah, on va voir jusqu'où ça va aller, l'histoire, quoi. Et bon, j'ai fini par lui dire qui j'étais. Mais tu vois, cette nana se targuait de bien me connaître, alors elle a même pas été capable de me reconnaître, alors que j'étais en face d'elle, tu vois, et me traiter de transphobe et d'homophobe, etc. Des trucs qu'elle a juste totalement imaginés, si tu veux, sur la base de je ne sais quoi. Et puis c'est parti, ça monte, ça monte, ça monte, et ensuite c'est médiatisé publiquement, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est assez grave, c'est que du coup, les gens, comme tu dis, ont besoin de dézinguer Cocopelli pour une raison. Peut-être, c'est vrai que j'avais jamais eu ton analyse, elle est intéressante. Euh, ont besoin de dézinguer Cocopelli et de se dire, ah, de toute façon, c'est un Nanda, il est transphobe, quoi. Enfin, alors que c'est complètement hors sujet, si tu veux. Enfin, on s'en fout complètement, à la limite. Bah, déjà, je le suis absolument pas, mais même si c'était le cas, j'ai envie de te dire, on s'en fout complètement. Les combats de Cocopelli, c'est la graine, c'est l'accès à la biodiversité cultivée, etc. Enfin, c'est complètement hors sujet, quoi. Euh, et surtout, même si je représente Cocopelli, je ne suis pas Cocopelli. Cocopelli, c'est une équipe de 40 personnes, une cinquantaine de producteurs. Enfin, même si j'avais des idées à la con, en quoi est-ce que ça invalide, si tu veux,
le travail de fond qui est mené par Cocopelli depuis quasiment depuis plus de 25 ans, quoi. Oui, oui, c'est des techniques de discrédit, qui sont mises en place à travers des sujets secondaires, en ba comme on sait qu'on peut pas critiquer sur le sujet principal, Ouais, on va exactement. aller prendre, d'autres terrains, qui sont des terrains plus personnels, plus intimes, familiaux, pour jeter du discrédit sur la personne ou l'organisation pour qu'elle se fasse, derrière, boycotter. C'est une technique très traditionnelle que l'on connaît et que de nombreuses personnes qui ont dérangé un moment dans la société ont vu Mmh. apparaître face à elle. Ouais, ouais, bien sûr. Hem j'ai aussi envie de d'aller, regarder sur, ce que toi, maintenant, de ton côté, parce que moi, je t'ai amené une polémique qui a surgi, voilà, et que tu t'es pris en plein visage. Mais toi, aujourd'hui, quand tu rétropédales, tu vois, indépendamment de ce conflit dont on parle, hein, on est Oui, bien oui. d'accord? Vraiment sur ce que tu mets en place, ou ce que vous mettez en place avec Cocopelli. Alors moi, j'ai envie d'aller, de ces 25 dernières années, sachant que toi, tu es très actif, depuis les 11 dernières. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as raté? Ou si tu avais la capacité, tu vois, de prendre, une petite voiture spatio-temporelle qui te ferait revenir en arrière, tu changerais en revenant à la date clé, tu vois? Pour faire grandir ce combat, pour le faire, pour l'améliorer. Et ben, ça va paraître assez égocentré ce que je vais dire, mais je Oui, pense oui. que ce qu'on a raté, au final, c'est de légitimer notre légitimité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, qu'on s'est beaucoup focalisé en fait sur les procès, on s'est beaucoup focalisé sur les combats, on s'est beaucoup focalisé sur le fond et en fait, on a oublié de parler de nous. On a oublié de parler de notre histoire, on a oublié de parler d'où on venait, on a oublié de suffisamment médiatiser en fait nos victoires. Par exemple, Semences sans frontières, ou la campagne Cultivons-nous, qu'on mène depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'il y a peut-être 5% de nos sympathisants, allez, peut-être 10, j'en sais rien, qui ont connaissance de ces campagnes et je dirais, au niveau de la population à qui Cocopelli, en fait, Cocopelli résonne quelque part dans leur esprit, mais qui savent pas vraiment qu'est-ce que c'est, et cetera. Là, il y a juste 0%, de ces personnes-là qui connaissent, notre campagne Semences sans frontières et notre campagne Cultivons-nous, alors que on est les seuls, absolument les seuls sur la planète à faire ça, si tu veux. Et là, on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose parce qu'au final, souvent dans l'esprit des gens, bah, Cocopelli, c'est juste une grosse association qui vend des graines. Mais non, Cocopelli, c'est une grosse association qui vend des graines et qui expédie des graines gratuitement partout sur la planète sur des projets, d'autonomie, alimentaire et semencière, qui distribue des centaines de milliers de sachets de semences médicinales gratuitement, en France chaque année, qui fait de la pédagogie, qui fait de la formation. On a un blog avec des centaines de fiches techniques pour devenir autonome sur la reproduction de semences, fiches techniques qui sont utilisées aussi par nos concurrents, tu vois, pour pouvoir, apprendre à leurs producteurs à faire des semences, etc. Donc, en fait, on est assez timide au final. Enfin, on a été assez timide, on l'est de moins en moins, mais un peu par frustration, j'ai envie de te dire, ce qui est pas génial en fait, parce que des fois, ça nous frustre un peu, tu vois, Mmh. quand les gens ils nous disent ah ouais mais Cocopelli, vous profitez parce que le système législatif a évolué. Et tu dis, ah bah non, en fait c'est nous qui l'avons fait évoluer, tonton, tu vois, c'est pas on profite pas, c'est nous. Et du coup, ben, ça, je pense que c'est un truc qu'on a emmerdé quand même un peu. Ouais. Parce que ce besoin de reconnaissance, en fait, qu'on peut vivre à titre individuel dans sa vie, et ben, avec le recul, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance, en fait, des entités militantes qui ont fait avancer les choses. Et que ce besoin de reconnaissance, il est important à la fois pour les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien dans ces structures, mais aussi pour la structure en elle-même pour pas qu'elle se perde, pour qu'elle Mmh. reste toujours attachée à ses valeurs en fait originelles. Et le danger, je pense, c'est quand on n'est pas assez reconnu dans ces combats militants et que finalement la structure risque, et je dis pas qu'on en est là à Cocopelli, je lutte, en fait, enfin je lutte pas, mais je fais en sorte qu'on n'y arrive pas. Mais le danger, à mon avis, c'est que au final, ces structures à la base militante se mettent à coller au moule qu'on leur tend, quoi. Mmh. De redévelopper une fierté, à Ex- l'égard de ce que vous entreprenez et une appartenance forte. Ouais, exactement. Tu vois, tu as des bien meilleurs mots que moi, c'est exactement ça. Et je pense que c'est si je dois faire une autocritique, à mon avis, c'est ça qu'on a merdé parce que pris dans la réalité des procès, pris dans la réalité économique, encore une fois, hein, Cocopelli, c'est une association 100% autonome.
on se bat avec les armes de la concurrence, avec du marketing, avec du SEO sur Internet, avec tout ça pour ne pas mourir en fait. Et du coup, bah, tout ça, bah, d'ailleurs c'est fait pour, hein, t'accapares tellement de temps, toute cette gestion en fait d'entreprise qui nous permet de survivre accapare tellement de temps que ben, des fois, on prend pas le temps de mettre en avant cette fierté qu'on a d'avoir pu faire évoluer tout ça en fait depuis ces années. Parce que c'est assez dingue ce que Copelli a réalisé. Encore une fois, sans vouloir jeter des fleurs, mais on a soutenu des milliers de projets partout sur la planète en envoyant des centaines et des centaines et des centaines de colis de semences, de fiches pédagogiques, d'apprentissage. Enfin, on a libéré, on a milité par le marché, on a libéré les semences livrées reproductibles par nos procès, par nos combats juridiques, politiques. Enfin, en fait, des réussites, il y en a des tonnes, mais on ne sait pas suffisamment bien les mettre en avant principalement par faute de temps, parce que ben, l'administration, parce que la réalité économique, parce que la gestion des ressources humaines, parce que tout ça, en fait, nous prend une grande majorité de notre temps. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et je me reconnais énormément dans ce que tu évoques. Nous aussi, parce que bon, bah, j'ai le but, c'est pas de parler de moi, mais je vois aussi l'écho, à travers ce que tu dis dans le sens où, on essuie beaucoup de critiques, de rumeurs, de fantasmes que peut générer notre combat que l'on mène, principalement avec Caroline, mais avec tous ceux qui nous soutiennent avec la désobéissance fertile et il y a un moment donné où, les critiques sont tellement présentes que tu as peur que, elles vont structurer ton identité alors que tu sais très bien que c'est faux, tu vois? Ouais. Il y a comme un truc où tu vas arriver sur la pointe des pieds, tu vas rougir, alors que tu sais que tu dédies toute ta vie, tout ton temps de travail ou en très grande partie pour faire évoluer la société, à des fins, que nous on pense être, souhaitables et hem et en fait, le danger qui pèse là-dessus quand on ne prend pas le temps de se défendre, quand on ne prend pas le temps aussi de d'affirmer la fierté qui est la nôtre de faire ce que nous faisons, c'est que, les critiques changent la couleur de notre, travail, de notre combat et la ternissent et moi aussi je travaille ardemment pour que, on puisse toujours, ne serait-ce que nous-mêmes en fait, pas pour les autres, mais pour nous, être toujours fiers et et nous regarder dans une glace dans ce que l'on fait et ne pas nous laisser atteindre par les critiques omniprésentes aujourd'hui à l'heure d'internet et dans toutes, les bouches de celles et ceux qui jalousent pour une raison ou pour une autre le travail qui est ainsi fait et merci de me partager ça parce que, il y a une forte résonance, voilà, de ce que nous pouvons vivre dans une moindre mesure évidemment que ce que vous êtes avec Cocopelli, mais qui pourtant résonne aussi. Mm. Hem il y a, ça me oui, j on n'a pas pris le temps de parler de Semences sans frontières, véritablement, ni de la campagne Cultivons-nous. En quelques mots, si je comprends bien, Semences sans frontières, c'est une campagne qui va délivrer dans le monde entier, des colis pour permettre, l'autonomie alimentaire. L'autonomie, à travers, l'envoi de ces semences, et dans lesquelles vous expliquez aux gens comment, développer ensuite tout une production une autoproduction de leurs semences parce qu'évidemment, elles sont totalement reproductibles et la campagne Cultivons-nous, c'est à l'encontre bien souvent des plantes médicinales, pour permettre là encore de les multiplier et donc vous envoyez là aussi des centaines de sachets ou des milliers peut-être à travers le monde d'une plante que vous parrainez chaque année, pour qu'elle puisse là encore être connue, vivre dans les jardins, s'adapter et ainsi, proliférer. C'est ça? Ouais, exactement. En fait, donc, Semences sans frontières, on soutient des porteurs de projets, des centaines de porteurs de projets chaque année qui vont voyager dans tel ou tel pays et aller mettre en place des projets, des jardins de femmes, par exemple, en Afrique ou des projets d'autonomie alimentaire au Népal, etc. Et donc, nous, on voyage pas directement, nos équipes voyagent pas directement dans les pays, mais par contre, on va passer par des associations ou des ONG tierces qui sont porteurs de projets. Et du coup, ils vont amener dans leurs valises, bien souvent cachées, hein, dans des doubles fonds, dans les sacs, etc., parce que c'est évidemment complètement illégal. On va amener des colis de semences avec des fois 150 à 200 variétés différentes, avec toutes les fiches techniques qui vont avec pour pouvoir reproduire sa semence de la semence à la semence. Et du coup, comme ça, on soutient des centaines de projets chaque année. Et Parce il y que a beaucoup de... Ouais. ouais, pardon, le problème dont on parle, il est pas franco-français, en fait. Le problème de l'accaparement de la semence, il est mondial et Non, la mais mainmise, de l'industrie, elle est
souvent bien plus présentes dans des pays, en dehors de l'Europe qui, subissent de plein fouet à la fois cette perte de la biodiversité cultivée et à la fois cette dépendance à l'égard de l'industrie qui les oblige à racheter chaque année de la semence. Donc, c'est ce qui explique aussi toute la légitimité qu'il y a derrière la campagne Semences sans frontières que vous entreprenez. Bah ouais, parce que si tu veux, pour abonder dans ton sens, en fait, c'est vraiment pire que ça. C'est que il y a beaucoup de pays. Enfin, en fait, les pays les plus pauvres n'ont pas accès aux mêmes armes que nous pour pouvoir se défendre en fait face à de l'agro-industrie. Et une fois qu'ils se rendent compte du piège, le piège, il est déjà refermé depuis bien longtemps. Et en fait, c'est déjà trop tard. J'ai eu fait des voyages au Guatemala où il fallait marcher des fois 4 5 heures pour atteindre des communautés rurales hyper reculées. Alors, autant te dire, avec aucun accès voiture ni rien du tout. Et me retrouver devant des champs de maïs complètement OGM avec une perte quasiment totale des ressources génétiques traditionnelles parce que l'agro-industrie a réussi à s'infiltrer absolument partout, soit volontairement, soit par le biais de pollinisation croisée en fait dans les vallées qui font que en quelques saisons, des fois, on a des régions entières qui perdent leurs ressources génétiques par contamination. Donc, en fait, le problème est vraiment très, très grave dans des pays où, en fait, les communautés rurales n'ont aucun moyen de se défendre contre l'agro-industrie, absolument aucun moyen. Et du coup, nous, on ramène de la biodiversité cultivée dans ces pays-là et surtout, on ramène du savoir-faire parce que généralement, ce qui va avec cette perte de la biodiversité, avec cette perte des ressources génétiques, c'est une perte de savoir-faire parce que derrière, il faut survivre. Donc, on a des communautés rurales qui vont subir des exodes rurales et qui vont au final partir en ville. Au Népal, les agriculteurs vont devenir Sherpas pour les touristes pour monter les caisses de coca en haut du Machu Picchu, etc. Enfin voilà, je grossis un peu le trait en étant Oui, un peu oui. cynique, mais en réalité, ça image assez bien ce qui est en train de se passer. Et du coup, eh ben, en 2 générations, on a perdu à la fois les ressources génétiques et à la fois les savoir-faire. Et du coup, l'objectif, sans prétention, hein, de Cocopelli, c'est de ramener en fait une partie de cette biodiversité cultivée et ramener surtout une partie de ces savoir-faire à hauteur de ce qu'on peut apporter. Parce que, enfin, en fait, il y a un décalage culturel dans la plupart des projets qu'on soutient. Donc, c'est vraiment à hauteur de ce qu'on peut apporter. C'est sans prétention parce que des savoirs traditionnels sur des peuples en Amérique latine, par exemple, qui étaient bien plus avancés que nous au niveau agricole. Là, on n'a pas la prétention de pouvoir leur réapprendre tout ce qu'ils savaient en fait avant, mais en tout cas, on a la prétention de pouvoir leur réapprendre la base pour redevenir un minimum autonome. C'est Donc, d'ailleurs, oui, pardon. ouais, il faut savoir que au final, il y a beaucoup d'échecs sur ces projets, mais il y a des réussites. Et les réussites, des fois, sont assez fantastiques. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu à Cocopelli et qui me dit, Ah Nanda, est-ce qu'on peut prendre une demi-heure pour parler et tout ça? Et qui m'a raconté qu'il a été porteur de projet il y a 3 ans pour Semences sans frontières. Il est parti en Birmanie dans un monastère apporter un colis de semences qu'il a laissé au monastère avec les fiches techniques, etc. Et il m'a dit, j'y suis retourné 2 ans et demi après, et il y avait 4 monastères qui fonctionnaient avec les semences de Cocopelli. Ils avaient reproduit l'intégralité des semences en une saison et redistribué sur 4 monastères qui étaient, quand il y retournait, en train de remultiplier ces semences pour les distribuer encore dans d'autres monastères autour. Donc en fait, il y a des exemples de réussite où en moins de 2 ans, on arrive à redonner, c'est plus qu'une lueur d'espoir en fait à certaines communautés. C'est juste de l'espoir tout court parce qu'il n'y avait plus aucune ressource génétique dans ces monastères. Mmh, et on sait à quel point la graine peut s'adapter rapidement aussi. C'est moi vraiment un Oui. enseignement que je vois, moi qui suis jardinier, qui me passionne pour les semences aussi, c'est à quel point elle va se réadapter. Alors ça met du temps certes, mais elle a cette intelligence d'une année sur l'autre à voir les caractéristiques, qu'il faut, dont on a besoin à condition de bien sélectionner ses semences pour, s'adapter à son milieu aussi. Oui, en Hem, fait, c'est tout l'avantage, si tu veux, juste rapidement, des semences libres et reproductibles, c'est qu'elles vivent tellement. En fait, au fil des générations, il y a un tel réservoir génétique renfermé dans ces petites graines qu'elles ont un pouvoir d'adaptabilité qui est juste colossal.
Et clairement, en fait, il y a des espèces qui vont être beaucoup plus adaptées à tel ou tel terroir, etc. Mais nous, on part du principe, alors chaque colis est adapté en fonction du projet, en fonction du pays, en fonction du microclimat, même éventuellement du projet en question. Mais on part du principe qu'il faut essayer. Il faut essayer parce que des fois, en fait, on n'a pas idée de la manière dont la semence peut s'adapter. Et on a souvent des agronomes qui nous hurlent dessus en disant, mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas des semences adaptées. Si ça se trouve, ça va devenir envahissant dans le pays en question. Et nous, on leur répond, bah, en gros, dans un pays qui crève la dalle, si demain nos semences de légumes deviennent envahissantes, j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Parce qu'on D'autant n'est plus pas. qu'elles ne sont pas prévues pour être ultra résistantes. Enfin, elles sont contrairement aux semences de l'industrie qui, elles, sont armées pour être résistantes aux pesticides, résistantes à tout un tas de choses de l'agro-industrie. Les semences traditionnelles, elles vont s'adapter. Alors certes, parfois, certaines vont être plus proliférer plus que d'autres, mais in fine, elles vont pas avoir de dégâts relatifs à la main de l'homme qui aura traficoté la semence. Exactement, ouais. Oui, c'est clair. D'ailleurs, moi, pour témoigner là-dessus de ce que vous faites, je vous ai sollicité à 2 reprises, pour apporter de l'aide. La première fois, c'était à Notre-Dame-des-Landes sur la ZAD, c'était en 2018 et dans la semaine qui a suivi et vous aviez envoyé un colis avec des centaines de sachets dedans, qu'on a donné au groupe, agricole là-bas et le deuxième exemple, pour lequel vous avez été hyper réactif et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour vous, là encore, là-dessus, c'est lorsque, il y a eu, une catastrophe économique qui a entraîné une catastrophe alimentaire au Liban, où j'avais des amis qui avaient, de la famille là-bas. Je leur ai parlé de vous, je vous ai mis en lien et là encore vous leur avez fourni des semences. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, à quel point ça a réussi ou échoué dans la durée, mais en tout cas, vous avez, sans, réfléchir un instant, donné de nouveau un colis pour qu'elle le transporte, là-bas et l'amène aux personnes concernées. Donc, Mm. voilà, c'est à mon échelle, ce que j'ai pu voir en tout cas de la campagne Semences sans frontières, véritablement, l'altruisme dont vous faites part pour aider toutes les communautés, quelles qu'elles soient, quand elles sont sollicitées. Ouais, c'est gentil de témoigner. Et juste peut-être pour Oui, un tout petit court passage sur le Cultivons-nous. La deuxième campagne qui est importante, c'est la campagne Cultivons-nous. Et là, comme tu le disais tout à l'heure, chaque année, on sélectionne une espèce et on la multiplie chez un de nos producteurs et on distribue derrière. Alors, c'est pas des centaines de sachets, c'est des centaines de milliers de sachets. C'est-à-dire que dans quasiment chaque commande que Cocopelli expédie, ou sur simple demande, c'est-à-dire que tu envoies un mail à Cocopelli, on t'envoie un sachet gratuitement, bien évidemment, de l'espèce qui est sélectionnée pour la campagne Cultivons-nous. Alors, la campagne s'appelle Cultivons-nous pour la libération des plantes médicinales. La première plante assez emblématique qui a bénéficié de cette campagne, c'est l'Artemisia annua, à l'époque où l'Artemisia annua a fait un tout peu à de fait. bruit. Et l'Artemisia annua, si tu te rappelles bien, on n'en trouvait absolument nulle part. C'était très dur d'en trouver en tisane, quasiment impossible d'en trouver en graines. Et en fait, l'année suivante, on a distribué quasiment 110 000 sachets d'Artemisia annua en France. Et l'année d'après, il y avait de l'Artemisia annua partout, en tisane, dans chaque magasin bio, quasiment sur Internet, etc. Donc ça, c'est des réelles Exactement. victoires parce que en moins de 2 ans, on a démocratisé l'utilisation de l'Artemisia annua en France, qui est surtout une plante utilisée contre le palu sur les pays africains, mais qui est une plante juste magique en fait, tout simplement magique, et qui s'utilise au quotidien, même en France pour tous les états grippaux, etc. Donc chaque année, on sélectionne une plante et on la démocratise, et ça marche incroyablement bien parce que chaque année, on arrive à coloniser entre guillemets les jardins potagers avec une plante médicinale, mais surtout, au-delà de simplement démocratiser sa culture, on démocratise son utilisation. Et c'est bien le but, si tu veux, c'est de ramener ces savoir-faire d'herboristerie familiale au sein des familles, en fait, tout simplement. Et ça marche super, super bien. Ouais, 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 tout à fait. C'est drôle parce que j'avais noté spécifiquement pour parler de Cultivons-nous, la campagne autour de l'Artemisia annua que j'avais suivie, pour lequel j'avais reçu des sachets qu'on avait plantés à notre tour et on avait renvoyé. C'est la première fois qu'on faisait ce jeu de renvoyer les graines à notre tour à toutes celles et ceux qui nous en demandaient. Et je sais que moi, j'avais découvert l'enjeu autour du Paluc lorsque vous aviez fait le festival Les Tambours de Gaïa, puisque vous aviez invité une intervenante qui nous parlait justement du scandale
du paludisme, de l'OMS, de l'accaparement des médicaments et de la magie de l'artémisia annua qui guérissait complètement. Là, on disait qu'on pouvait juste soigner le palu. Et voilà, j'ai vraiment cet exemple en tête. Et merci beaucoup aussi pour ce travail-là qui est fait. On va arriver vers la fin maintenant de notre entretien parce que c'est passionnant et moi j'aurais énormément de choses sur lesquelles te solliciter, notamment parfois les enjeux qu'il peut y avoir avec le réseau Semences Paysannes, même si on a parlé, on a évoqué un peu ça. Mais bon, voilà, je pense que tu as de la documentation là-dessus et puis les gens peuvent s'informer par eux-mêmes aussi à ce sujet-là. Est-ce que vous avez une prochaine bataille sur laquelle vous êtes actuellement, que vous menez pour faire évoluer les mentalités, la société et ainsi de suite? Ouais, il y en a une qui est assez rigolote, enfin qui est rigolote pas plus que ça, mais là on est en train de lutter. Alors on fait un peu ça dans l'ombre, on l'a pas beaucoup médiatisé, bah tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, On est en train de lutter pour la libre utilisation du cannabis CBD, CBG et tout ça par les jardiniers amateurs. d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, même si tu peux acheter du CBD pour ta consommation en huile, en fleurs, en n'importe quoi, dans n'importe quel bureau de tabac de France, tu n'as pas le droit d'en cultiver dans ton jardin, même si la plante est en dessous de 0,3% de THC, ce qui est le taux légal en Europe. Tout simplement, c'est une plante qui est strictement interdite parce qu'elle s'appelle cannabis sativa. Mais les agriculteurs qui sont déclarés à la MSA, par contre, ont le droit de la cultiver, ont le droit de vendre les fleurs ou de vendre de l'huile, etc. Et nous, notre combat en ce moment, bah, ça fait déjà des années qu'on vend de la Oui, graine non certifiée complètement illégalement. On vend aussi des plants complètement illégalement. Et on s'en cache pas, c'est disponible sur les fiches produits sur notre site internet. Par contre, ben, les jardiniers prennent quand même un risque en plantant du chanvre CBD dans leur jardin parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, on a des cas, on a des cas de procès là de nos clients. Donc, on les soutient juridiquement, des fois financièrement, pour pouvoir se défendre, mais généralement, c'est plutôt juridiquement via via l'association de Blanche Macarini Austrey en Belgique. Euh, et là, la lutte en ce moment, c'est d'essayer de faire plier, d'essayer de faire plier l'État sur cette interdiction pour les jardiniers amateurs de cultiver du cannabis CBD. Mais si tu veux, c'est encore une fois que Cocopelli prend totalement le contre-pied parce que ça n'intéresse absolument personne que les jardiniers amateurs puissent cultiver du CBD. Mais ça n'intéresse, quand je te dis personne, c'est vraiment personne. Ça veut dire que même les petits producteurs bio euh, en France ne sont absolument pas favorables à ce que ce cadre législatif évolue, parce que pour l'instant, ben, en fait, on est un peu roi du pétrole en tant que producteur, que ce soit en fait l'industrie ou des petits producteurs. À partir du moment où tu es un agriculteur déclaré, tu peux cultiver du cannabis CBD et en faire business, mais par contre, l'autoproduire, c'est complètement interdit. Et du coup, ça emmerde vraiment tout le monde que Cocopelli parte sur ce sujet-là, parce qu'ils n'ont absolument pas envie que les jardiniers puissent cultiver eux-mêmes leur CBD, parce qu'ils en vendent du CBD. ouais, ouais. Je comprends bien l'intérêt économique qui se cache derrière cela. Voilà. Et Euh, du coup, ça, c'est notre petit combat en ce moment, ok, voilà, qui n'est pas directement lié, si tu veux, à la semence, mais qui l'est quand même, parce que, encore une fois, le cannabis, qu'il soit CBD ou pas d'ailleurs, euh, c'est une plante qui est très mal utilisée. Là, je te parle de l'utilisation récréative, mais qui est une plante à la fois médicinale, complètement fantastique. Et d'ailleurs, le cartel pharmaceutique c'est pas empêché pour s'emparer de cette ressource-là depuis des années aux États-Unis. C'est des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards de dollars. Euh, c'est une plante médicinale fantastique, c'est une plante à textile fantastique, c'est une plante à biomasse fantastique. C'est en fait le chanvre est une plante absolument magique sous tous aspects. Et du coup, pour nous, c'est très important de pouvoir faire en sorte que nos jardiniers, nos sympathisants et que tout un chacun puisse cultiver librement cette plante-là. ouais. Et d'ailleurs, vous avez pris un contre-pied dans un article que j'avais lu qui m'avait fait sourire parce que vous incitiez les gens à planter, à faire pousser du cannabis chez eux, histoire finalement de replacer un peu le débat là où il doit être, tu vois, et faire bouger les normes de société parce que c'est complètement à contre-courant d'écrire allez-y, faites pousser du cannabis chez vous, les amis, sachant qu'on parle évidemment du CBD. Et je trouve que c'est vraiment dans la droite ligne de l'identité de Cocopelli que d'écrire un article comme celui-ci qu'on trouve sur votre blog qui date de 2022. Si vous plantiez du cannabis dans votre jardin, c'est Eh le oui, nom justement. on ne peut pas s'empêcher, écoute.
Ouais, ouais, mais voilà, c'est ça je trouve que c'est assez emblématique de qui vous êtes et de ce que vous entreprenez donc depuis 25 ans. Une dernière, question, une question, qui, va être plus large et plus générale, à toutes celles et ceux qui aujourd'hui, on le sait, bah, luttent dans une forme ou dans une autre, qui, éprouvent des difficultés, qui peuvent voir, à travers, les épisodes de confinement, de restrictions de liberté successifs, leur morale vraiment faiblir. Quels sont les conseils de longévité qu'on peut donner quand on a 25 ans d'existence pour continuer à conserver une fraîcheur dans la lutte et un enthousiasme là-dedans? Bah, en fait, je pense qu'il faut avoir la foi dans le fait que ça va, que c'est pas pour rien. En fait, c'est pas pour rien qu'on encaisse ça, c'est pas pour rien qu'on met en place des alternatives, c'est pas pour rien qu'on se bat, en fait, soit individuellement, soit collectivement, et que chaque pas de côté qu'on fait est une bataille. Chaque pas de côté qu'on fait est une bataille dans le sens positif, hein, de la bataille. Et à mon avis, chaque pas de côté qu'on fait, pas forcément un pas en avant, en arrière, mais plutôt les pas de côté, c'est un pas dans la bonne direction, quoi. Et même si c'est dur, ben, je pense qu'il faut continuer, en fait, parce que c'est pas pour rien. Juste, c'est pas pour rien qu'on fait tout ça. Mmh. Yes, ouais, ouais, mais écoute, je suis d'accord avec toi, en fait. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est pas toujours facile, on n'a pas tendance à montrer d'ailleurs les ombres qu'il peut y avoir. On va souvent montrer, voilà, ce qu'on a réussi sans montrer, la fatigue qui est la nôtre, sans montrer le découragement, heu, qu'on peut ressentir et qui est pourtant bien présent. Mais malgré tout, on se relève toujours et moi, j'ai l'impression qu'on se relève toujours un peu plus fort des expériences vécues et le plus gros des travails, en ce qui me concerne en tout cas, consiste à garder, la fraîcheur de mon espoir et mon cœur intact, sans que les blessures ne fassent des cicatrices qui fassent, qui transforment mon enthousiasme en une forme de cynisme ou d'aigreur à l'égard des échecs et des erreurs que j'ai pu avoir, quoi. Toujours conserver cette fraîcheur d'esprit dans l'enthousiasme Hmm. et Bah ouais, oui, ouais. et si je peux juste Vas-y, bien sûr. en rajouter 2 minutes là, c'est que euh, en fait, moi, ce qui m'aide à tenir, parce que comme tu le dis, hein, enfin, en fait, c'est loin d'être rose, hein, c'est un sacrifice de vie familiale, un sacrifice de vie sociale, un sacrifice de beaucoup de choses, entre guillemets, enfin, même si le mot sacrifice, je l'aime pas du tout, mais disons qu'en fait, c'est des concessions qu'on fait à titre individuel pour porter des projets collectifs, en tout cas des projets militants. Ce qu'il faut se dire, c'est que les forces déployées en face, entre guillemets, euh, sont colossales, avec des moyens qui dépassent l'entendement, en fait, sur tous les niveaux, hein. Je parle de moyens économiques, mais aussi de moyens de pression, de moyens de manipulation. Enfin, on est vraiment face à quelque chose de gros, tout secteur confondu, hein. Là, je parle plus seulement de la semence, mais vraiment, en fait, de ce qui est en train de se jouer en ce moment sur la planète, que le simple fait d'être debout et toujours vivant, malgré les échecs, malgré qu'on soit insignifiant, entre guillemets, face à cette adversité qui est assez colossale, mais rien que ça, c'est une énorme victoire, en fait. Rien que ça, c'est une énorme réussite d'être toujours debout. Dans le cas de Cocopelli, 25 ans après, d'être toujours là. Juste ça, en fait, d'être toujours là, tu vois. Et je pense que ça, c'est valable à titre individuel, c'est valable à titre collectif, c'est valable pour toutes les luttes. En fait, à partir du moment où la lutte, elle est toujours debout, mais rien que ça, c'est une victoire, malgré les échecs qui ont pu être essuyés, quoi. Mmh. Ouais, ouais, merci infiniment. Merci de me partager ça et moi aussi, j'ai une anecdote que j'ai envie de te partager, là, en ce moment, on est reparti au front avec, un groupe, d'associations, qui défendons, l'habitat, léger, réversible pour les agriculteurs. On essaye de faire déposer des amendements dans la prochaine loi agricole qui va être votée à l'Assemblée à la mi-mai et nos amendements, ils ont été censurés, en commission, avant même qu'il y ait du débat là-dessus et moi, j'étais vraiment effondré et je me suis dit que enfin, j'avais besoin de prendre l'air. Je suis allé marcher, je suis à Paris, là, en ce moment parce que, pour des raisons familiales et je marche dans la rue et je vois un jeune qui m'aborde comme ça, complètement, désemparé parce qu'il avait foiré son entretien d'embauche dans un restaurant et il commence à je sais pas, à m'aborder, on discute et donc moi aussi je me livre. En plus, je le connais pas donc si tu veux, j'ai pas du tout Hmm. d'affect et je cherchais ça et à un moment, il me dit: «Bah, il y a une citation qui me fait penser à ce que tu me dis là» et il me cite Harper Lee. Je la connaissais absolument pas cette citation et j'ai envie de te la dire parce qu'elle m'a vraiment redonné de la force à ce moment-là et je me suis dit: «C'est comme si la providence me mettait cet homme sur mon chemin pour me dire: "Relève-toi", tu vois, Jonathan?» Hmm. Cette situation, c'est la suivante.
Je voulais que tu comprennes ce qu'est le vrai courage, au lieu de t'imaginer que c'est un homme avec un fusil à la main. Le vrai courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même sans s'arrêter. Mmh. Et c'est en ça où je trouve que voilà, il y a quelque chose où peu importe, le ce qui va arriver en fait, peu importe, le résultat, c'est pas dans l'attente qu'on veut se projeter, c'est vraiment dans la bataille au présent et ce qu'elle va amener. Tu vois? Nous, dans l'exemple de la loi, il y a de fortes chances que les lobbies arrivent et que ça échoue. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas, faire comme Ah si oui. tout était bleu et rose alors que moi je me suis quand même tapé un burn-out en voyant la puissance des lobbies dans les assemblées et Mmh. mais par contre, je vais y aller quand même, éperdument. Je vais y aller même amoureusement. Je vais y aller, en m'embarquant là-dedans parce que, j'ai confiance dans l'inattendu, dans la fièvre que va pouvoir me procurer, cet enthousiasme de faire corps aussi avec les autres membres de la fédération de l'habitat réversible parce que jusqu'alors, on n'avait pas vraiment d'action fédératrice et de nous dire que quoi qu'il arrive, on va même si on chute, on se relèvera et on va y retourner Mmh. Mmh et mh, mmh. je sais que toi aussi tu es comme ça. Ah oui, bah, en tout cas, on essaye de l'être. Ouais, C'est vrai ouais, que ouais. des fois, faut deux trois béquilles pour arriver à se relever, mais généralement, on se relève quand même. Bah, oui, oui, oui. Mmh. En tout cas, voilà, merci infiniment déjà, pour ce temps que tu me consacres, pour tout ce travail que tu effectues, que vous effectuez avec Cocopelli parce que vous contribuez en fait à cet imaginaire, vous contribuez, à cet espoir qui est le mien, qui est le nôtre, lorsqu'on pense aux victoires que l'on peut atteindre à travers celles que vous avez vécues, celles pour lesquelles, vous militez aujourd'hui et pour moi, vous faites souffler un vent de résistance dans les milieux écologiques principalement, mais même en général et grâce à vous, moi, j'ai compris qu'on pouvait, justement prendre cette force de notre adversaire pour, qui déployait contre nous, pour en faire une force dans nos propres combats à travers le tai chi politique et je vous le Mmh. dois à vous. Donc, merci, merci infiniment, pour toute l'aide que, voilà, que vous mettez et avec le cœur, quoi. Bah, merci à toi, hein, écoute, pour ton travail et puis pour ce temps d'échange. Vous qui avez écouté cet épisode, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et d'ailleurs, votre soutien nous est précieux pour pouvoir continuer à produire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochains épisodes dans les Politosophes.